Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette quatrième journée pour nos rencontres ROAS du tourisme. Donc, pour une meilleure qualité, pour bien entendre nos intervenants, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien éteindre vos micros et caméras. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Et puis, je laisse la parole à Monsieur Crevon qui va animer toute cette matinée. Merci beaucoup, Violaine. Je suis très content d'avoir pris la place pour cette quatrième matinée de rencontre euroise du tourisme. Et puis, le thème est important, hein, maintenir le lien et la convivialité, c'est important par ces temps un peu difficiles. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller à la rencontre de Madame Guy. Bien le bonjour, Madame Guy, comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Madame Guy, directrice de la Fédération des offices du tourisme de Normandie. On fait un petit constat et puis je vous laisse présenter. Et bien sûr, je rappelle à tous nos participants, hein, parce que nous sommes déjà une trentaine, vous avez des questions à poser, vous avez un fil de conversation. Vous n'hésitez pas à poser vos questions et Anaïs et Violaine feront en sorte de me partager ces questions pour que je puisse les rétrocéder à nos invités. Et merci beaucoup aux trois autres participants et on prendra du temps tout à l'heure pour vous les présenter. C'est à vous, Madame Guy. Alors, c'est parti. Merci pour votre invitation. On est effectivement, nous, plutôt contents de pouvoir présenter aux acteurs du tourisme du département de l'Eure ce que les offices de tourisme de Normandie ont pu mettre en place à l'occasion de cette année si particulière pour pouvoir garder la convivialité, que ce soit avec les professionnels, mais aussi avec le grand public. Donc, je vais lancer dès à présent ma présentation pour que vous puissiez suivre les différents témoignages dont je vais vous faire part. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est parfait. Très bien. Alors, c'est parti. Donc, je remplace effectivement mon collègue Nicolas qui devait être avec vous ce matin. Mais voilà, ça ne change rien. On a effectivement les mêmes connaissances des différentes actions. Donc, je vais vous présenter ça de ce pas, si ça veut bien fonctionner sur la partie. C'est bon, c'est parti. Donc, on a rappelé le contexte dans lequel nous évoluons, nous, au niveau du réseau des offices de tourisme de Normandie. Hein. Donc, quelques chiffres clés. On a 63 offices de tourisme normands répartis sur 178 bureaux d'information touristique, hein, donc les bureaux qui accueillent le public. Ça correspond à peu près 630 salariés permanents dans les offices. Voilà, pour 3 millions de visiteurs accueillis. Donc, ce sont des chiffres qui sont en cours de mise à jour, hein, comme chaque année. Et puis, voilà, on a 8 millions de visiteurs uniques sur les sites web des offices. Donc, on est sur des scores qui sont tout à fait attendus au regard de l'activité des offices. Donc, sur cette année 2020, bien entendu, sur le nombre de visiteurs accueillis, tout ça va être extrêmement bouleversé. Mais ça n'empêche qu'ils ont eu beaucoup d'idées, ces offices de tourisme, pour pouvoir garder le lien. Donc, on part sous peu. Nous allons aller direction Trouville-sur-Mer pour vous présenter ce qui a été fait. Un tout petit mot sur les missions que l'on mène, nous, pour que vous ayez quand même le cadre sur nos actions portées annuellement auprès des offices. Hein. Nous, la fédération régionale, on est là pour vraiment les accompagner, donc professionnaliser les salariés des offices, les accompagner dans les diverses démarches et dispositifs dont ils peuvent être classés, labellisés, etc. On a aussi toute une phase de soutien juridique et social, le tout chapeauté par la Fédération nationale qui désormais regroupe les CRT, les ADT, les offices de tourisme et les relais territoriaux que nous sommes. Et puis, on a toute une phase aussi d'accompagnement personnalisé des offices en fonction de leurs problématiques, de leur stratégie aussi. Et puis, ce que l'on souhaite faire avant tout, hein, c'est une demande très forte du réseau, c'est de l'animer ce réseau, hein, c'est de les faire se rencontrer et de pouvoir aussi traiter des sujets divers. Donc voilà pour le cadre dans lequel nous évoluons. Alors, direction Trouville, je vais déjà commencer par vous présenter ce que les offices ont pu mener vis-à-vis des partenaires, hein, de leur destination. Et on verra dans un deuxième temps ce que les offices ont pu faire pour le grand public, pour garder le lien.
Alors là, la première initiative qui est présentée, c'est Trouville-sur-Mer. Donc, l'Office de tourisme a déployé une plateforme e-commerce donc solidaire et locale. Donc, c'est vraiment du e-commerce pur avec toute une vitrine web pour permettre à tous les partenaires commerçants, artisans locaux, etc., de pouvoir avoir eh bien, la présentation de leurs produits, qu'ils puissent être achetés en ligne par le public. Et on a aussi tout un système de click and collect qui a été mis en place aussi par l'Office de tourisme. Donc, ça a vraiment été une très belle action pour les commerçants et aussi pour le grand public qui a pu soutenir les acteurs locaux en consommant localement. Ça a été développé par la société normande de Biproxy qui voilà, a été contactée par d'autres OT pour pouvoir lancer des initiatives similaires. En tout cas, ça a été voilà, une très belle action, que ce soit pour les acteurs locaux, mais aussi pour le grand public. La deuxième initiative que vous devez connaître aussi, c'est le département de la Manche qui a mis en place des chèques cadeaux en partenariat avec les offices de tourisme aussi de ce département. Donc, pour le grand public, c'était aussi l'occasion de pouvoir eh bien, être récompensé de venir consommer en Normandie. Hein, à partir du moment où le client réservait un hébergement marchand sur le département, il se faisait offrir des chèques Évasion 50 à consommer chez les prestataires de sites de loisirs pour pouvoir voilà, se faire plaisir, acheter aussi des produits locaux, à consommer dans les restaurants. Enfin, c'était vraiment très large et ça permettait de pouvoir vraiment booster la consommation locale. Alors, le département a été à l'initiative de cette action et certains offices ont pu doubler la mise puisqu'ils ont aussi, eux, offert des chèques. Donc, je pense à l'office du Cotentin, d'autres OT aussi de la Manche ont suivi, mais ça permettait voilà, aux clients de récupérer le double. Donc, ça a été vraiment une très, très belle opération, très dynamisante et ça a mis aussi en valeur l'ensemble de l'offre touristique de ce département de la Manche. Je poursuis. S'il y a des questions, je pourrai y répondre à l'issue de ma présentation sans aucun problème. On part dans le département voisin du Vaud, donc pour la Seine-Maritime, avec l'Office de tourisme de Rouen, qui, en cette période de fin d'année, soutient les restaurants avec des bons cadeaux. Alors, effectivement, les restaurants sont toujours fermés, mais ça n'empêche que les bons cadeaux sont en vente au sein de l'Office de tourisme, que ce soit sur leur site web, mais aussi au niveau de l'accueil du public quand il est ouvert. Et le grand public peut venir acheter ces bons cadeaux à offrir à leurs proches pour les fêtes de fin d'année et ils seront à consommer après dans les restaurants partenaires de l'opération. Donc, c'est vrai que c'est une chouette initiative aussi. Ça va aussi booster le public pour l'inciter à aller dans les restos. Et voilà, c'est un beau soutien aussi à l'économie locale pour ces restaurateurs qui sont aussi en grande difficulté ces derniers temps. Donc, belle initiative aussi du côté de Rouen. Alors, on a aussi une initiative assez originale, mais qui a été là créée repris en tout cas par une dizaine d'offices en Normandie. C'est les calendriers de l'Avent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hein. Ça nous emmène évidemment, comme vous le savez, jusqu'à Noël. Et donc, depuis le 1er décembre, les offices de tourisme mettent en valeur chaque jour un producteur ou un artisan local. Voilà, donc un salarié de l'office ouvre la case du jour et présente le produit ou l'artisan en fonction de la thématique. Et il faut savoir que ce produit est à gagner chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet voilà, une très belle interaction avec la communauté qui suit les destinations en question. Et voilà, ça met en valeur les acteurs locaux, les producteurs locaux. Et ça permet ensuite voilà, de pouvoir consommer une prestation à l'issue de ce tirage au sort. Donc, c'est vraiment des initiatives suivies qui ont un lien de proximité avec la communauté de ces offices de tourisme. Donc là, vous avez en visuel l'office de tourisme, donc Cosène Tourisme, qui se trouve à l'abbaye du Valas en Seine-Maritime.
Et puis, vous avez l'autre visuel pour la destination Granville, Terre et Mer, dans la Manche, où vous avez là, typiquement, un séjour, enfin un aller-retour pour 2 personnes pour aller à Chausey, donc ce qui est plutôt sympa, ce qui sera sympa à faire au beau jour. Donc voilà, une belle initiative aussi sur des jeux donc, voilà, solidaires et locaux, ce qui est sympa aussi. Et puis enfin, donc pour finir sur cette rubrique soutien aux professionnels, aux partenaires des destinations, on a l'Office de tourisme de la Suisse normande, donc basé dans le Calvados, qui lui fait des présentations vidéo des prestataires, des partenaires de la destination, et ça permet voilà, de mettre en valeur l'offre touristique, hein, que ce soit des hébergeurs, que ce soit des sites de loisirs, des producteurs locaux également, mais ça permet voilà, avec des petits reportages vidéo d'humaniser les présentations et puis de pouvoir aussi encore pousser cette offre touristique qui n'attend qu'une chose, c'est qu'elle soit consommée prochainement. Donc ça, c'est vraiment aussi une opération facile, ludique et qui crée beaucoup de liens entre les partenaires et le grand public. Donc voilà pour ce qu'on a pu nous sélectionner au niveau de la Normandie. Il y a beaucoup d'autres initiatives en France, bien sûr, hein. On pense à l'Office de tourisme de Biscarrosse dans les Landes, qui lui a axé son action pour réunir les professionnels autour d'un plan de formation. Donc, ça peut aussi passer par là, l'animation et le lien avec les professionnels du tourisme. C'est vrai que la formation est un bel outil, un beau levier pour réunir en ce moment les partenaires, puisque, eh bien, étant contraints d'être fermés, ils ont pour le coup un peu de temps. Et c'est le moment aussi de pouvoir leur faire passer un certain nombre d'informations et d'outils de formation pour que ça profite à toute la destination. Donc, c'est ce qu'a fait cet office de tourisme et c'est plutôt malin. On a aussi, donc sur Saint-Omer, on a pu échanger là-dessus dans le cadre d'un autre programme, mais sur voilà, l'office de Saint-Omer qui a créé un programme TV hebdo et qui l'anime. Donc, ça passe bien aussi. C'est assez dynamisant aussi et ça permet de garder du lien avec l'ensemble des acteurs. Voilà pour ce premier volet d'initiative hein, sur la partie professionnelle. Je peux poursuivre avec les initiatives à destination du grand public, sauf s'il y a des questions sur ce volet. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. La question que j'aurais à poser par rapport à votre présentation, tous les professionnels qui nous regardent, comment on peut interagir avec cette information? Est-ce qu'au niveau de la fédération, vous regroupez toutes ces initiatives? Comment on peut avoir accès à tout ça, autre que le webinaire d'aujourd'hui de Air Tourisme? Alors effectivement, il y a plusieurs sources sur lesquelles vous pouvez retrouver cette liste d'initiatives. Hein. Nous, sur notre site web, on a effectivement mis un accès donc, à tous nos webinaires qui regroupent l'ensemble des actions qu'on a pu porter. Donc, vous retrouverez aussi ces éléments-là qui sont plutôt dans la rubrique de notre côté, sur la rubrique SADI, donc tout ce qui est schéma d'accueil et d'information. Donc, vous retrouverez ça sur notre site, mais pas que, hein, sur le site de notre fédération nationale. Hein, vous aurez aussi un certain nombre de collectes et de ressources pour aller retrouver ces éléments. Voilà, on est toujours, nous, à l'affût de ce qui peut se faire. On essaye vraiment de mettre en valeur ce que les offices peuvent initier, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez nos coordonnées à l'issue de la présentation et on se tient bien entendu à la disposition de l'ensemble des professionnels connectés pour pouvoir voilà, échanger avec eux sur la mise en œuvre en fait, de ces actions. Donc, n'hésitez pas, tout ça est évidemment possible. Bon, le public est encore un peu timide, c'est le matin, on est de bonne heure. Alors, pour le grand public, vous avez travaillé sur quelle action pour maintenir ce lien? Alors, on a sélectionné tout d'abord un office de tourisme heurrois avec l'office de Senneur qui a fait pendant le premier confinement des podcasts sur la destination avec la création du podcast Senneur Senar. Donc on a ce petit jeu de mots qui marche bien et
qui était donc une série donc, de petites histoires insolites sur la destination Senneur, ce qui permettait effectivement de garder du lien avec le grand public amoureux de cette destination et qui pouvait aussi apprendre un certain nombre de choses, puisque l'idée aussi de cet office était de pouvoir eh bien, collecter les informations qui sont moins connues de ce grand public pour pouvoir aussi créer un petit peu de teasing et donner envie ensuite à ce public de venir sur la destination pour vivre l'histoire qui a été racontée en amont et de pouvoir voilà, se rendre sur les lieux qui ont été narrés dans ces podcasts. Donc, ça permet vraiment de garder du lien et de donner aussi un peu de neuf à ce grand public qui est souvent fidèle et qui revient sur la destination souvent, hein, puisqu'on est sur un bassin parisien, Île-de-France, donc qui revient voilà, évidemment dès que possible. Donc, c'est vrai que c'est bien de pouvoir les nourrir et de leur donner des infos un peu différentes. Donc, c'était aussi l'objectif de cet office. Ce qui a aussi été très marquant par rapport à un certain nombre d'OT pour garder le lien, c'est de transformer l'accueil grand public qu'on connaît dans les murs et qui là a été effectivement impossible, par un accueil digitalisé bien sûr, mais surtout en gardant à l'esprit que l'humain est au cœur du dispositif, donc en humanisant le plus possible les outils digitaux. Donc, on a des accueils en visio via Messenger qui ont été menés par l'Office de Caussen Tourisme en Seine-Maritime et effectivement l'Office de Granville qui a aussi eu un accueil téléphonique extrêmement poussé en allant sur des plages horaires très étendues pour pouvoir voilà, répondre à toutes les demandes possibles. Donc, ce sont des offices qui ont déjà été cités tout à l'heure, mais qui ont été très actifs sur des initiatives nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle encore l'action qu'ils ont eue, mais ils ont été très créatifs aussi sur le grand public. Donc, vous avez là un petit imprimé écran sur Caussen Tourisme, hein, ce qu'ils ont pu faire, et ça a très bien fonctionné, hein, parce que les gens, en plus, ont pris l'habitude, là. Donc, ils sont en capacité de pouvoir contacter l'office par divers biais et ça fonctionne très bien. Donc, c'est vrai que le Covid, le confinement nous pousse dans nos retranchements, mais nous permet aussi d'être très créatifs et de pouvoir être dans une phase de résilience aussi par rapport à toutes ces contraintes. Donc, les offices avaient déjà en tête de passer un certain nombre de caps. Le Covid a accéléré tous ces caps. Donc, c'est aussi quelque part tirer de toutes ces contraintes un maximum de positif et de ne pas rester dans une phase, comment dire, à subir la situation, mais bien de la prendre en main et de pouvoir aussi passer au-dessus et permettre à nos communautés de pouvoir nous suivre et de toujours avoir envie de venir en Normandie et de consommer notre région, quoi. Donc, c'est vraiment l'objectif de tous les offices. Alors, on a aussi une autre initiative qui est super sympa, qui garde un lien extrêmement fort avec la communauté, avec le grand public, qui sont les Facebook Live de cours de cuisine, ou en tout cas de présentation de recettes de cuisine. Alors ça marche super bien puisque nous sommes français, nous aimons manger, nous sommes épicuriens. Le confinement a fortement aussi mis ça en exergue puisque on avait du temps pour manger, pour cuisiner. Et donc, l'abbaye du Valas s'en est saisie avec les petits Facebook Live qu'ils ont mis en place chaque mercredi du mois de décembre à 15h. Hein, donc, une cuisine locale avec des chefs de leur territoire, extrêmement ludique. Hein, c'est présenté à chaque fois accompagné par un salarié de l'Office de tourisme. Et donc, on est voilà, dans la cuisine du chef et c'est parti. On présente la recette et elle est effectivement disponible sur leur site et sur tout leur réseau pour pouvoir la refaire. Donc, il nous manque juste quelque chose, c'est de pouvoir y goûter et sentir les odeurs quand c'est en direct. Mais il y a beaucoup de convivialité et ça marche très fort. Donc, ça, c'est aussi et avec des produits locaux. Absolument. On est effectivement centré là-dessus. Il n'est pas question d'aller chercher autre chose et de présenter. Voilà, on est vraiment au cœur de la destination. Et c'est super chouette, quoi. Là, c'était filet mignon de porc à la sauce normande et son râpé de pommes de terre. On ne peut pas être plus en Normandie, tout arrosé de cidre, donc on est bien, quoi. Je pense que là,
on a notre cuisine locale et gourmande. Donc ça, c'est Et, quelque chose qui fonctionne bien. et par rapport à toutes ces opérations, est-ce que au niveau de la fédération, ça arrive à transpirer sur les autres offices du tourisme? Comment vous y prenez, vous, en tant que fédé, pour faire justement des petits dans d'autres régions? Alors, on a effectivement cette viralité, mais qui est déjà, c'est l'ADN des réseaux sociaux, hein. Donc, une initiative qui est bonne va être prise par les autres. Alors, moyennant qu'ils aient effectivement les moyens de pouvoir les mettre en œuvre. Tout à fait. Mais en tout cas, sinon, c'est adapté, c'est personnalisé. Nous, on a à cœur de pouvoir suivre tout ce qui se passe et de pouvoir le relayer sur notre page et de pouvoir d'ailleurs ensuite que les autres en fassent des petits. Chacun ensuite va être décideur pour ses propres actions. Donc, on est vraiment, nous, là, présents pour relayer ces initiatives, mais sans évidemment ne rien imposer. Mais on est aussi là pour répondre aux questions de certains offices qui vont nous appeler pour dire, dis donc, ça m'intéresse, comment ils ont fait, est-ce que tu as des infos? Donc là, on va être aussi personnes ressources pour pouvoir les informer au mieux de comment a fait l'office de tourisme en question. Et puis, ils sont aussi très en lien entre eux, donc ça fonctionne bien, hein. Ils se contactent très facilement pour pouvoir aussi avoir les bons tuyaux et les écueils à éviter, quoi. Au niveau national, ça fonctionne de la même façon. On a, nous, un très fort lien entre relais territoriaux avec les autres fédérations. Et c'est vrai qu'on est, dans le cadre notamment du programme SADI Inspi. Donc, vous retrouverez ça sur notre site web, mais on sélectionne un thème au niveau de l'accueil ou de l'information. Et dans toutes les régions qui sont partenaires de ce programme SADI, on va sélectionner les initiatives les plus parlantes, ou en tout cas celles qui sont les plus duplicables pour que les autres personnes connectées puissent copier, mettre à leur sauce, personnaliser, etc. Donc, on est vraiment, nous, dans notre rôle de facilitateur et de passage de témoins, quoi, passage d'infos. Donc là, la Fédé est là pour ça, c'est son ADN pur et dur. Et on essaie d'abonder par tous les réseaux, par tous les canaux, pour pouvoir toucher le maximum de professionnels, que ce soit les offices de tourisme, bien sûr, qui est notre première cible, mais en cascade, leurs professionnels, hein, c'est-à-dire les sociopros de chaque destination, et puis les partenaires institutionnels qui sont dans notre écosystème, hein, que ce soit les ADT, le CRT, la région Normandie, l'ensemble des acteurs touristiques voilà, sont à l'affût les uns les autres de ce qui se passe, et on essaie tous de relayer l'ensemble de ces initiatives. L'agence d'attractivité Normandie a aussi une force de frappe très, 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 très importante là-dessus. Donc, on essaye vraiment de diffuser le maximum. J'ai 2 derniers exemples à vous passer avant de pouvoir répondre à vos questions. Donc là, c'est l'initiative portée par notre fédération, qui était donc un jeu organisé avec 33 offices de tourisme normands, qui a été donc créé pendant le premier confinement et qui était mis en œuvre du 1er juillet au 2 novembre 2020, donc à destination du grand public, où le grand public pouvait résoudre 368 énigmes dans plus de 90 sites de jeux en Normandie, donc répartis sur les 33 offices volontaires. Et voilà, on a édité plus de 3000 passeports, enfin concours de jeux. Et voilà, à l'issue du dépouillement qu'on a pu réaliser début décembre, on a donc pu faire le classement des 37 meilleurs joueurs qui ont reçu 37 lots offerts par les offices de tourisme. Donc, on est sur une valeur en cadeau de plus de 1 200 € offerts par les offices. Et ce sont donc des bons séjours qui ont été offerts par chaque office participant aux 37 meilleurs joueurs. Donc, on est sur une opération hyper ludique qui fait découvrir la Normandie autrement, qui permet de mettre en valeur des lieux insolites, puisque c'était vraiment un jeu à destination du grand public, mais surtout des Normands, puisque on était à l'époque, quand on a construit le jeu, on n'avait pas encore l'ensemble des modalités en fait de circulation de la population au niveau des congés estivaux. Donc voilà, c'était vraiment à destination des Normands, et ça a cartonné, et on est en train de faire les statistiques des joueurs, mais voilà, plus de
je pense 85% des joueurs étaient effectivement normands et on a eu des retours très positifs. Voilà, l'initiative devra être renouvelée en 2021 puisque les joueurs nous attendent et je crois que les offices sont à nouveau partants pour rééditer cette belle initiative et je pense qu'il y aura encore plus d'offices l'année prochaine à rejoindre ce collectif puisque bah, voilà, ça a cartonné, quoi. Et puis, c'était du fait maison, donc on avait la main sur tout. Alors, tout n'était pas parfait, bien sûr, on a un certain nombre de pistes d'amélioration, mais pour une première édition, c'est pas mal, on est plutôt content. Donc, belle action. Voilà, vous retrouverez l'ensemble de ces éléments sur notre site web aussi, hein. Et puis, on a créé aussi un site du jeu, hein. Vous tapez Enquête de Normandie sur Google et vous arrivez sur le site web qui explique en détail ce jeu. Donc, bravo aux 33 offices qui ont pris le pari de monter ce jeu. On l'a monté en 6 semaines. Et voilà, comme quoi tout est possible, hein. Encore une fois, cette fameuse histoire de la résilience pendant C'est ces ça. confinements. Dernière initiative également, Oui. pardon, excusez-moi. Oui, dernière initiative. Dernière initiative, donc on a aussi nous porté au niveau de la fédération. Vous connaissez tous la société ELA que je ne présente plus, hein, éminemment connue par l'ensemble des professionnels. Et donc on a commandé nous auprès de la société tout un kit de rassurance sanitaire pour un kit de communication, hein, pour pouvoir illustrer et expliciter au niveau de l'accueil du public dans les murs des offices de tourisme, bah, comment est-ce que les gens devaient se comporter, avoir les gestes barrières, etc. Mais c'est vachement plus sympa quand c'est eux là qui le dessinent, puisque pour le coup, la pointe d'humour, le graphisme, bien connu aussi du grand public, a été extrêmement bien accueilli. Enfin, ça donnait un petit peu de légèreté dans tout ce contexte assez lourd. Voilà, donc ça a été hyper apprécié par les offices. Et puis voilà, on travaille beaucoup avec eux là puisque voilà, c'est effectivement très présent dans toutes les boutiques des offices de tourisme, donc ça avait du sens. Et c'était important de faire travailler cette société normande pour qu'elle puisse être présente dans tous nos offices. Donc, très belle aussi initiative pour garder du contact et puis très, très bien reçue du public. Et les professionnels nous ont beaucoup contactés pour pouvoir bénéficier de ce kit de communication qui, pour le coup, a été acheté au niveau des droits d'auteur par la fédération pour ses adhérents. Donc, il fallait effectivement pouvoir se saisir des droits au niveau de là, mais c'est possible si vous souhaitez effectivement afficher dans vos murs ce type de communication. Il suffit de contacter la société. Il n'y a aucun problème sur ce point. En tout cas, ça a été très, très bien accueilli par et les offices, et les professionnels, et le grand public. Voilà, pour Et l'ensemble de Madame ces... Guy, mais vous êtes Oui. parfaite parce que en fait, notre prochain intervenant, c'est Monsieur Delmas de la société Eloa, et donc vraiment, vous êtes une co-animatrice parfaite. En revanche, nous, en fait, dans le chat, c'est génial. L'association du train touristique de Passy-sur-Eure aimerait bien faire partie de votre jeu. Donc, pour l'année prochaine, donc vous avez déjà trouvé des partenaires pour l'année prochaine. C'est quand même génial. Bah ouais, c'est top. C'est clairement ce pourquoi nous existons, c'est de pouvoir mettre en réseau les partenaires de l'offre touristique et les offices de tourisme. Donc oui, bien sûr, faut pas hésiter à ce que ce partenaire se rapproche de l'office de tourisme dont il dépend pour qu'on puisse évidemment le mettre dans le jeu, sans aucun problème. N'hésitez pas. Eh ben, au moins, ces rencontres permettent aussi de faire du lien virtuel, certes, mais c'est vrai que par ces temps difficiles, ça nous permet aussi d'échanger et puis d'avancer sur des pratiques qu'on n'avait peut-être pas l'habitude. Et donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation, Madame Guy. Nous n'avons point d'autres questions, mais ça viendra et de toute façon, on vous les fera passer sans problème. Et en fin de matinée, nous passerons bien sûr le mot pour que tous nos partenaires et toutes les personnes présentes, donc une trentaine de personnes présentes sur cette rencontre et cette belle matinale. Merci beaucoup à Madame. Nous Je allons vous en passer prie. tout de suite Monsieur Delmas, société Eloa. C'est une plateforme, comme disait Madame Guy, qui est connue, reconnue et qui, par ces temps difficiles, permet de maintenir le lien et la convivialité. Bien, bonjour, Monsieur Delmas. Bonjour à tous.
C'est à vous. Merci de votre invitation. Je suis très heureux de participer à cette matinée. Donc, je vous adresse le salut de toute l'équipe de Eloa, parce que nous sommes très sur le front à l'heure actuelle. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes donc une plateforme que j'ai fondée avec un certain nombre d'autres participants, des ingénieurs, des spécialistes du tourisme. Et on se définit un petit peu comme le couteau suisse du professionnel du tourisme et des loisirs, puisqu'on adresse à la fois les hébergeurs de toute catégorie, donc que ce soit des gîtes, des chambres d'hôtes, des campings, des hôtels, y compris des hôtels 5 étoiles, ou des professionnels de l'activité du loisir, donc tout ce qui est billetterie, activité, location de vélo, entrée dans les musées, ce genre de choses. Et donc, avec ce fameux couteau suisse, on peut à la fois gérer sa propre réservation directe, son moteur de réservation sécurisé, on peut se distribuer en multicanal, puisque c'est devenu la règle aujourd'hui quand même de pouvoir se distribuer sur les grandes plateformes. Alors, il ne faut pas en abuser, on en parlera tout à l'heure. Pouvoir aussi être présent sur les réseaux sociaux, diffuser ses informations, ses offres spéciales, et pouvoir aussi gérer tout ce qui est sa réputation, sa vente de cartes cadeaux, depuis quelques semaines de click and collect aussi. Donc, tout ce qui permet en fait à un professionnel d'avoir une vue ou une action à 360 sur la digitalisation de son business. Et on sait qu'aujourd'hui, le terme de digitalisation des professionnels est un terme qui est très à la mode. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris l'analogie, on est aussi un peu le Vorwerk du tourisme, donc on permet de faire avec une seule machine pas mal de choses. Ça facilite pas mal de travail de celles et ceux qui sont, j'imagine, autour de ce webinaire et qui sont toujours au four et au moulin dans vos activités. Quand c'est ouvert ou quand on est en préparation, on n'a pas le temps d'être toujours derrière son ordinateur, derrière son téléphone mobile, et donc il faut avoir des outils qui soient capables de tourner tout seuls. Sport élect, ça c'est pour ceux qui veulent se muscler un peu plus. Voilà, ça permet aussi pour ceux qui ont déjà des performances de pouvoir se muscler un peu plus. On équipe aujourd'hui à peu près 8000 pros. Il y en a quelques-uns sur votre secteur de Normandie. Alors peut-être pas dans l'heure, mais un peu plus haut, vous reconnaîtrez à gauche monsieur Hamel, qui a été pendant des années président d'une fédération des gîtes de France, qui a le château de Vouilly, qui est une institution notamment pour les forces alliées quand elles se sont retrouvées avant le débarquement, et donc elles ont investi ce château. Et monsieur Hamel, c'est le type même de client qui adore travailler avec nous et avec lequel on adore travailler, parce qu'au départ, il n'était pas du tout fait pour le digital. C'était très compliqué pour lui. Et puis, il a fait la démonstration en quelques heures qu'il était en mesure de maîtriser lui-même sa digitalisation. Et c'est vraiment ce pourquoi nous travaillons tous les jours, pour apporter de la simplicité à ces milliers de professionnels que vous êtes, parce que ce n'est pas votre ADN au départ, le digital. Et donc, pour autant, c'est l'essentiel de votre business aujourd'hui. Donc, il faut y arriver avec des outils qui soient des outils amicaux, pour parler en bon français, ou sinon user-friendly. Voilà, donc Eloa adresse les gens qui font de l'hébergement, les gens qui font de l'activité, qui font de la visite, qui font, là, on a des gros acteurs comme le Siquarium au Gros du Roi, avec plusieurs dizaines de milliers d'entrées par semaine. Et après, des tout petits acteurs indépendants. Donc, on s'adresse vraiment à tous ces segments du marché. Vous pouvez retrouver tout un tas de témoignages de clients sur notre chaîne YouTube. Et pour terminer la présentation, je sais que vous êtes très nombreux à le lire, le blog Eloa, qui toutes les semaines tente de vous donner le maximum de décryptage sur ce qui se passe dans l'univers du tourisme et du e-tourisme en particulier. Le but étant de vous donner le maximum d'informations pour vous positionner sur un marché qui bouge très vite. Même malgré le confinement, ça bouge très vite, parce qu'il y a des mouvements tectoniques, on va dire, qui sont liés aux stratégies des gros distributeurs, que sont Airbnb ou Booking, et qui ont des conséquences importantes, majeures sur votre activité personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant et après le premier confinement? D'abord, on s'est rendu compte, au moment où le confinement a été prononcé, qu'il y avait un sentiment d'isolement très, très fort de la part des professionnels du tourisme. Alors, ce n'est pas une découverte, hein. Le tourisme français, c'est un peu l'agriculture des années 40 ou 50, c'est-à-dire au bon sens du terme, hein. Je suis petit-fils d'agriculteur et ma grand-mère était normande. Donc, vous voyez, donc je cumule un peu les actifs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le tourisme, c'est une industrie qui repose sur une atomisation d'acteurs indépendants, d'entreprises familiales, de petites entités, donc rien de péjoratif jusque-là, mais qui se sont rendus compte au moment où le confinement est intervenu qu'il y avait un isolement important, c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'ils arrivent à choper de l'information pour pouvoir se positionner, parce qu'à l'époque, personne ne savait vraiment où on allait, si on allait ouvrir pour l'été, comment allait se passer le marché, comment allait se passer l'ouverture du marché. Donc, on a eu de la part de beaucoup de nos clients, de nos partenaires, ces interpellations, mais qui nous ont permis de réagir le lendemain même du confinement, en disant écoutez, on va
prendre une forme qu'on n'a pas encore définie, vraisemblablement des webinaires. On va faire un premier webinaire et on va profiter de ce confinement pour réfléchir ensemble, partager l'information sur comment ce marché peut reprendre et comment chacun pourra en tirer profit. Et de fait, on a commencé par un webinaire et puis on en a fait un tous les jours. Donc, ça a été une très grosse organisation qu'il a fallu mettre en place parce qu'il fallait en plus faire travailler l'entreprise par ailleurs. Je rappelle que pendant cette période et toujours aussi pendant cette deuxième période de confinement, 0% des employés de Véloa ont été mis en chômage partiel. Donc, tout le monde était mobilisé, était sur le pont. Donc, c'était une action très importante. Tout le monde est en télétravail, mais tout le monde travaille à plein temps. Et donc, on a fait des webinaires sur lesquels sont venus interagir des spécialistes que j'avais invités, des spécialistes de la e-réputation, des spécialistes des réseaux sociaux, des spécialistes de l'écriture d'articles, des photographes, des gens qui travaillaient aussi sur les protocoles sanitaires. Le but, ça a été de délivrer le maximum d'informations pendant ce confinement. Il ne faut pas oublier le contexte du premier confinement. C'était un confinement très restreint, très contraint. Donc, les gens étaient vraiment chez eux. Ils avaient le temps. Ce n'était pas le cas de ce deuxième confinement. Ils avaient vraiment le temps de se mobiliser là-dessus. Et donc, on en a profité pour donner ces remises à niveau, donner énormément d'informations, revenir sur les bases, sur les fondamentaux, comme on dit chez moi en terre de rugby. Et on s'est rendu compte que ça a eu un succès considérable, puisque au départ on était quelques dizaines et puis on s'est retrouvé avec des webinaires où on a eu plus de 1500 participants. Donc vous voyez, c'était assez colossal et au final on a eu 55 000 visionnages des webinaires pendant cette période. Donc ça a été un énorme succès. On ne l'a pas fait pour le succès, on l'a fait vraiment dans l'idée de servir de l'information aux professionnels pour leur dire voilà, ça va repartir, on ne sait pas quand, mais voilà à peu près sur quelle base ça va repartir. Donc, on voulait donner cette deuxième étape, c'était la mise à niveau. Beaucoup de pros nous ont dit, écoutez, nous, on se rend compte d'un truc, c'est que sur le digital, on est vraiment sur l'écume des choses, on maîtrise très peu les problématiques digitales, on se rend bien compte qu'il ne suffit pas de mettre un moteur de réservation sur le site, encore faut-il qu'il y ait à l'intérieur une façon de gérer les tarifs qui soit pertinente, qui colle au marché. Alors, c'est quoi le marché? Comment ça réagit? On a un site internet, alors souvent qu'on a bricolé nous-mêmes, mais est-ce que ça correspond vraiment aux attentes des internautes? On a des informations sur le site. Est-ce que ces informations-là sont pertinentes par rapport à ce que les gens vont consulter? On est présent sur Booking, on est présent sur Expedia. Quelles sont les conditions pour tirer le meilleur de ces gens-là sans vivre ou sans connaître le pire? Donc, on a élaboré tout un tas de scénarios de formation pendant lesquels donc, on a apporté le maximum d'éclairage aux professionnels en disant, voilà, à travers des chiffres concrets, à travers des études, un petit peu ce qu'on fait à travers le blog, voilà ce qui se passe, voilà comment vous devez concevoir votre tarification, voilà comment vous devez vous positionner par rapport à un booking, voilà ce que c'est que l'agilité tarifaire, c'est quoi les règles de base du guide management, c'est quoi les règles de base du revenu management, comment vous devez vous positionnez en termes de disparité tarifaire par rapport aux OTA pour que vous puissiez tirer toujours pour vous en direct le meilleur de votre revenu, de vos marges. Donc, on a fait ce travail avec les professionnels qui étaient présents tous les jours au rendez-vous. Et donc, ça nous a bien sûr poussé à tenir ces rendez-vous quotidiens et à monter des formations un petit peu comme ça là, sur le tas et qui ont très bien fonctionné et pendant lesquelles on a délivré toute l'expertise que nous avons, nous, parce qu'effectivement, quand on a plusieurs milliers de clients et quand on est interfacé avec les OTA et qu'on fait une veille comme on l'a fait tous les jours, on a la capacité d'agréger, de synthétiser un maximum d'informations et donner le meilleur de l'information à nos partenaires. Donc là, on a délivré plus de 80 heures de formation gratuites. Il n'était pas question de les faire payer, encore moins de les limiter à nos clients. On les a ouvertes à toutes celles et ceux qui voulaient participer parce qu'on sentait, et je sentais qu'il y avait une vraie détresse de la part des pros, de se retrouver seuls face à une situation totalement inédite en se disant qu'est-ce qui va nous arriver et comment on peut employer utilement le temps de ce confinement. Donc, on a essayé d'apporter aussi des clés sur les clés de l'été en disant si ça redémarre cet été, parce qu'on a suivi l'actualité comme vous tous les jours, l'actualité épidémique et puis les décisions du gouvernement et puis les perspectives d'ouverture. Et à force d'études, à force d'analyse, on a dit, voilà, nous, on pense que l'été 2020, il va être très français, très franco-français. Ça, on l'a dit dès le 20 mars. On a dit, il ne faut pas rêver.
la situation, on risque de se retrouver avec une France plutôt fermée aux frontières européennes. Surtout, ne baissez pas vos prix. Ça, on l'a dit dès le début aussi, en disant attention, ce n'est pas parce qu'il y a une crise que les prix doivent s'effondrer. Au contraire, vous devez maintenir vos tarifs, mais en revanche, il va falloir travailler sur la valeur des propositions que vous allez faire, des prestations que vous allez soumettre. Et puis, on a aussi indiqué que la tendance, parce qu'on voit, nous, les transactions qui s'opèrent à travers les OTA via notre plateforme et vis-à-vis des professionnels, on a dit attention, la tendance, elle va être sur la dernière minute, voire l'ultra dernière minute. On a vu lors du déconfinement du 11 mai ou lors de la conférence de presse d'Édouard Philippe qui a lâché, on va dire, qui a relâché le confinement, on a vu une explosion des réservations, mais dans les minutes qui ont suivi les déclarations du Premier ministre. Donc, il y avait cette notion de dernière minute, et voire d'ultra dernière minute, notamment pour les activités, où on a dit aux professionnels, attention, préparez-vous à gérer, quel que soit votre système, Eloa ou un autre, mais à gérer de la dernière minute et de l'ultra dernière minute, parce que c'est comme ça que ça va se passer. Les gens vont réserver au tout dernier moment, et donc il faudra que vos systèmes soient très réactifs, que vos tarifs soient très réactifs. Et enfin, dernier point, on leur a dit, attention, ne comptez pas trop sur les OTA, Booking, Expedia, Airbnb, parce que les OTA sont passés en mode hibernation globale. Il y a eu beaucoup de licenciements, vous le savez, chez Booking et chez Expedia. Ils ont pris la mesure, dès les premiers jours du confinement à l'échelle mondiale, que leur business 2020 allait être sérieusement compromis. Donc, il y a eu énormément de réduction de frais de personnel, énormément de réduction de marketing. Donc, on a dit aux professionnels, ne comptez pas trop sur des réservations qui vont provenir des OTA. Battez-vous plutôt sur les réservations en direct. Pourquoi ? Parce que le marché sera d'abord encore plus franco-français, qu'il sera un marché pas de staycation, mais staycation élargi, c'est-à-dire de gens qui sont à moins de 3 heures de route de chez vous en priorité. Donc, ces gens-là, ils vont trouver un peu ridicule d'aller réserver chez vous par Booking alors qu'ils pourraient vous trouver en direct. Et puis, ils vont toujours chercher à accompagner le professionnel en direct parce qu'ils savent que vous avez souffert de cette période. Et donc, on le voit aujourd'hui sur des produits de click and collect et autres, il y a une forme de réflexe un peu citoyen des consommateurs qui est d'aller chercher l'offre à la source et de pouvoir l'acheter à la source. Donc, on avait donné un petit peu ces prédictions, on ne s'est pas trop planté et on a, à partir de là, aidé nos partenaires à s'armer pour relever ces défis en disant, écoutez, voilà, que ce soit à travers de la formation ou des outils, il faut maintenant que vous arriviez à gérer les principes de base du yield management. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir réserver avec des conditions d'annulation très très larges, en contrepartie de quoi ils sont prêts à payer un peu plus cher, puis il y en a qui sont prêts à payer moins cher et donc à s'adosser à des conditions d'annulation plus contraintes. Donc voilà comment ça va se régler. On a aussi soumis l'idée, par exemple, de créer des offres tribus qui permettent à une maison d'hôte de privatiser la maison d'hôte pour des familles ou des amis qui veulent se retrouver sans avoir à se mélanger ou à se brasser avec d'autres familles. Donc ça a très très bien fonctionné, par exemple. Les offres tribus, ceux qui les ont mis en place ont cartonné avec ce genre d'offres. Ensuite, on leur a dit, attention, il faut faire profiter maintenant du temps que vous avez devant vous. N'ayez pas qu'un seul tarif. Les consommateurs, bien avant le Covid, ont émis la volonté, le souhait d'avoir des offres tarifaires pour un même jour, pour un même séjour dans un même endroit qui sont distinctes, avec une offre avec ou pas les petits déjeuners, une offre avec des paniers gourmands, avec des packs de visites alentour. Donc, soyez inventifs sur vos offres. Le but étant, un peu comme pour un avion ou comme un train ou un Club Med, pour une même date ou un même séjour, d'avoir accès à une tarification adaptée à son profil, à son persona. Les cartes cadeaux, c'est très important de distribuer et de proposer des cartes cadeaux. On s'est rendu compte que ça a représenté 12% du chiffre d'affaires pendant la période mai-juin de nos professionnels, de nos clients. Donc, et ça continue de progresser aujourd'hui. Et on le voit aujourd'hui avec le relèvement du seuil des chèques cadeaux dans les entreprises. On a incité nos professionnels en disant, écoutez, en décembre, voyez les entreprises autour de chez vous, elles peuvent défiscaliser un peu plus, donc vendez-leur des cartes cadeaux pour leurs salariés. Et donc, ça marche très, très bien. Et ensuite, soyez très forts sur l'attractivité de vos clients. Faites moins d'OTA parce que de toute façon, ils seront moins puissants. En revanche,
on va vous donner les clés pour bien investir les réseaux sociaux, bien investir vos fichiers clients quand vous en avez, et comment, à travers des outils qui sont pour certains intégrés dans Eloa, comment rentrer en contact avec ces clients, en faire des clients répéteurs, faire en sorte que ce soit aussi des clients prescripteurs auprès de leur famille et de leurs amis, et vous constituer une attractivité de clients à moindre coût, parce que mine de rien, sur les réseaux sociaux et sur les sites internet, on arrive à avoir des coûts de distribution bien moindres évidemment que sur les OTA. Donc ces résultats, ces méthodes ont donné des résultats qu'on a pu quantifier, qui sont évidemment très positifs. D'abord, celles et ceux qui étaient dans le réseau et qui ont appliqué ces méthodes, de tous nos clients, nous, sur l'été 2020, la moyenne, c'est qu'ils ont progressé de 36%. Vous vous rendez compte, leur chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. Donc ça a été pour nous une surprise plus qu'extraordinaire. On s'attendait au moins à un maintien du chiffre d'affaires, on ne pensait pas à une explosion du chiffre d'affaires. Et donc, c'est 36% sur tout notre réseau de croissance du chiffre d'affaires en 2020. Ce qui est aussi très important, c'est que ceux qui ont appliqué les bonnes méthodes ont eu une dépendance aux OTA qui a baissé de 10 points. La moyenne de nos clients, alors c'est variable en fonction que l'on soit une chambre d'hôte, un gîte ou un hôtel, mais la moyenne a été de 29% de dépendance aux OTA contre 39% un an auparavant. Alors, il y avait deux effets. Premier effet, évidemment, les OTA, on l'a vu, ont été moins performants durant l'été 2020, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Mais surtout, c'est que beaucoup de professionnels ont profité de ce confinement, ont appliqué énormément de conseils pour reprendre la main sur leur distribution directe. Parce que ce n'est pas une fatalité, les OTA. Les OTA sont des partenaires qui vous donnent une visibilité, souvent une visibilité utile sur des marchés internationaux, des marchés lointains. Mais quand on est sur un marché qui est un marché local ou un marché régional, l'OTA, sa valeur ajoutée, elle est quasiment nulle. En revanche, quand on travaille bien ses réseaux sociaux, quand on travaille bien son site internet, on a la possibilité de reprendre la main sur sa propre distribution et donc d'avoir un niveau de distribution directe beaucoup plus élevé. Et donc, on a constaté par des statistiques et par des chiffres clairs sur nos clients que ça avait fonctionné. On en est très heureux pour eux et ils en sont très heureux aussi. Ensuite, on a tous nos partenaires, que sont les offices de tourisme, les CDT, qui travaillent avec Eloa à travers des plateformes qu'ils ont installées sur leur site. Et bien, ils ont fait 104% de progression de leur chiffre d'affaires, de leur volume d'affaires. Ils ont généré 37 millions d'euros à destination de leurs professionnels, que ce soit à travers leur site internet ou à travers leur comptoir. Donc ça, pour nous, ça a été une vraie grosse satisfaction aussi. Là aussi, les DMO, alors ce qu'on appelle DMO, Destination Management Organisation, office de tourisme, CDT, CRT, ont, je crois, basculé dans une autre dimension. On le voyait tout à l'heure avec la directrice de la fraude site tout à l'heure. Ils ont basculé sur une autre culture. Et ça a été très rapide et on s'en félicite. C'est-à-dire une culture qui a été de dire, bon là, il faut appeler un chat, on parle de business, on doit faire rencontrer l'offre et la demande. Donc, c'est des chèques cadeaux, c'est des moteurs de réservation qu'on ne cache plus comme des maladies honteuses au fin fond des sites des offices de tourisme ou des CDT, c'est de la vente au comptoir, c'est de la promotion qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Et effectivement, quand ils mettent le turbo, ça cartonne. Voilà. Donc ça, c'est clair que la plupart des DMO avec lesquels, nous, tous les DMO avec lesquels on a bossé, ont eu des performances extraordinaires parce qu'ils ont compris qu'il fallait aller jouer le jeu à fond. Voilà, il ne fallait pas y aller à moitié. La réservation, c'était pas un gadget, c'était pas un truc pour jouer à la marchande, c'est vraiment quelque chose qui rapporte de l'argent aux professionnels du territoire. Et quand les professionnels du territoire récupèrent de l'argent, c'est de la valeur économique, de la valeur ajoutée qui se crée sur le territoire. C'est des gens qui se maintiennent, qui créent de l'emploi. Donc voilà, on est rentré dans une dimension culturelle, économique très forte. On s'en félicite tous avec nos partenaires DMO et d'autres DMO, parce que pas forcément ceux qui sont équipés de Eloa, mais en tout cas pour ceux qui sont équipés de Eloa, la performance, elle a été là. Pour vous donner une idée, ils ont traité 1165 réservations par jour, voilà, cet été. Oui, 1165 réservations par jour, c'est quasiment 300% de croissance par rapport à périmètre équivalent par rapport à l'année dernière. Donc, pour dire qu'ils ont vraiment mis le paquet. Alors, ce qu'on prépare en vue de la reprise printanière, d'abord, c'est qu'aujourd'hui, on a fait un gros travail à travers notre blog, à travers nos newsletters. La première question, c'était de dire, voilà, on sait que nos professionnels sont sortis de l'été dans des situations finalement moins compliquées que ce qu'on redoutait tous au printemps dernier. Donc ça, c'est un point. Donc, il y a des systèmes d'aide. Et donc, la première action, c'est de clarifier toutes les aides possibles au plan national, au plan régional. Et c'est tout ce travail de documentation qu'on a fait. Je vous invite à le trouver. C'est en accès direct sur notre blog pour les professionnels du tourisme, pour leur dire, voilà, la priorité, c'est de rentrer le maximum de carburant dans votre réservoir. Le cash,
parce que l'hiver sera long, parce que l'hiver va être un peu rude. Donc ça, c'est le premier point, on s'est concentré là-dessus. On n'allait pas recommencer un cycle de webinaires pour faire des formations, parce que tant que la perspective, tant que la visibilité sur la date de sortie n'est pas claire, on risque de créer plus de la fatigue qu'autre chose. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est de se dire, ça sera quoi la reprise 2021 ? Quand on analyse ce que l'on fait, nous, tous les jours, on se dit, oui, il y aura un marché qui sera de nouveau très domestique, avec probablement, compte tenu du vaccin, une part, cette fois-ci, de voyageurs européens, Belgique, Hollande, qui sera plus importante que l'année dernière. Et donc, ça veut dire qu'il faut réinvestir les OTA pour adresser cette clientèle. Parce que c'est quand même les OTA, qu'on le veuille ou non, qui sont les plus utiles pour adresser cette clientèle-là. Donc ça, on pense que c'est dans ce sens-là qu'il va falloir préparer des cycles de formation, préparer le travail de formation des professionnels pour être très pertinent. Deuxième point, c'est, on le voit dans toutes les études, que ce soit en Asie, aux États-Unis et maintenant en Europe, la préoccupation, elle n'est pas sur les prix de la part des voyageurs. La préoccupation, c'est comment on va dans une maison d'hôte, dans un gîte, dans un hôtel, où on sait que d'une manière ou d'une autre, d'abord, on ne risque rien, et d'une manière ou d'une autre, on ne se rend pas complice d'un brassage qui peut relancer une 4e, 5e vague. Cette préoccupation, elle est aujourd'hui fondamentale, essentielle chez les voyageurs, et ça veut dire que pour vous, professionnels, vous devez prévoir une communication, alors qu'il soit la moins anxiogène possible, mais une communication, malgré tout, extrêmement pertinente sur ce thème-là. C'est voilà pourquoi chez nous, vous allez passer des vacances à peu près normales, voire normales, et voilà comment vous n'allez pas participer à un phénomène d'ultra-brassage, parce que c'est la préoccupation numéro 1 des voyageurs, c'est on veut aller dans des endroits où on ne sera pas brassé, on ne veut pas être complice de brassage, et on veut être certain qu'en termes de sécurité sanitaire, il n'y a pas le début du commencement d'un doute, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une deuxième vague, on nous parle d'une troisième vague, on parle peut-être d'une 4e vague après l'été, donc on ne veut pas, on est conscient de cette réalité et on ne veut pas être complice de ce genre de choses, et encore moins victime, évidemment. Donc ça va être un sujet sur lequel certains dans le tourisme disent « ouais, mais c'est tout le contraire de l'hospitalité, c'est tout sauf sexy ». Ben oui, c'est peut-être tout sauf sexy, mais il va falloir le traiter, qu'on le veuille ou non, parce que c'est la préoccupation numéro 1, bien avant les prix. Quand on raisonne en termes de prix, même indication, il ne faut pas revoir les prix. Les prix à la baisse, ça ne marche pas, même si aujourd'hui, on peut affirmer, quand on voit ce qui se passe sur Airbnb, quand on voit ce qui se passe sur Vrbo, enfin HomeAway, quand on voit ce qui se passe sur Booking, qu'il va y avoir un retour de la compétition. On va se retrouver avec un certain nombre d'acteurs qui étaient sortis du marché pendant l'été 2020, qui étaient notamment les loueurs particuliers, les gens qui faisaient des locations de vacances avaient, pour certains, retiré leur propriété du marché parce qu'ils ne voulaient pas se mettre dans une situation de contamination ou d'être contaminés ou que ça leur semblait un peu compliqué. Donc, il y avait effectivement un recul. On note sur Paris, par exemple, quasiment 30% de locations courte durée en moins, enfin, de gens qui avaient retiré leur offre, et c'était à peu près ça sur le reste du pays. Là, ils sont en train de revenir. On voit les inscriptions se faire, on voit les catalogues se réenchérir, donc ils sont en train de revenir. Donc la compétition avec le non-marchand va redevenir d'actualité sur 2021. Mais pour autant, c'est à vous, professionnels, et quand je dis semi-professionnels, c'est-à-dire ceux qui ont aussi une activité mixte sur le tourisme, ne baissez pas les prix. En revanche, la notion de valeur, c'est-à-dire la valeur que vous allez apporter à vos clients sera plus importante que celle de prix. Ça veut dire quoi, valeur? C'est-à-dire que si moi, demain, je vais voir un prix d'un gîte ou d'une maison d'hôte supérieur à celui d'une location de vacances, et parce que j'ai l'engagement du propriétaire du gîte ou la maison d'hôte que, justement, pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a des protocoles, parce que c'est un professionnel, parce que ci, parce que là, alors je vais préférer payer plus cher, mais aller dans un environnement où j'ai cette garantie, plutôt que dans une location de vacances. Donc ça, c'est très important. C'est un phénomène qui va s'observer en 2021 et qui peut vous permettre, les professionnels du métier, de cet univers de l'hébergement, de reprendre la main de manière assez pérenne sur ce marché. La dernière minute, cette année, elle va aller encore plus loin. On sera sur de l'ultra dernière minute. Pour la bonne et simple raison que on voit bien qu'aujourd'hui, les fenêtres de réservation, ce qu'on appelle la fenêtre de réservation, c'est l'écart entre la date d'arrivée du voyageur et le moment où il a fait sa réservation. Elles se sont réduites quasiment de 36 jours
à 2,8 jours cet été. Et là, on s'achemine vers des réservations qui vont se faire quasiment la veille pour une grosse partie. Alors, je ne parle même pas des activités où ça se fait le jour même, mais ça, c'était chronique, c'était établi. C'est une raison liée à la météo, liée à l'occupation des enfants. Voilà. Mais donc, on est sur des fenêtres de réservation qui sont très, très courtes. Et cet été, là, en revanche, les OTA vont reprendre du poil de la bête. Ça, c'est clair. Donc, ils ne sont pas cochés en rouge ferme. Ce sont des gens qui sont en train de reprendre la main sur leur marché petit à petit. Expedia a revu de A à Z son organisation. Booking s'est délesté des activités qui prenaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, comme les expériences pour l'instant, ou comme le Booking for Business. Donc, Booking se concentre sur le grand public. Il y aura une demande sur un marché européen si le vaccin, etc. etc. Bon, là, on ne peut pas aller plus en avant, mais si les conditions sont réunies, les OTA sont en train de se préparer à reprendre la mise. Ça veut dire que pour vous, concrètement, depuis quelques mois, quand vous tapiez le nom de votre établissement, il apparaissait assez vite en numéro 1 sur Google. Dans les mois qui viennent, pour peu que vous soyez vendu sur Booking, vous verrez le nom de votre établissement dans une pub payée par Booking et votre rang naturel aura logiquement baissé dans les pages de résultats de Google. Donc, il faut s'y attendre. Ça veut dire qu'il faut amplifier le travail de présence de votre site de référencement, de réseaux sociaux, pour pouvoir continuer à recevoir de la réservation directe. Donc, on a, nous, de notre côté, avec les offices de tourisme et les CDT clients, depuis le mois d'octobre, entamé des réunions stratégiques en disant, ben voilà, c'est quoi le rôle d'un DMO en 2021 pour booster ces résultats auprès des professionnels. Donc, on a aujourd'hui 12 heures par mois de sessions de préparation avec les DMO. Ils se préparent beaucoup de choses sur des coupons de réduction, sur des cartes cadeaux, sur des passes, sur des actions qui vont être menées par les uns et les autres. Alors, toujours branchés, bien sûr, sur notre plateforme pour pouvoir avoir le niveau de conversion le plus pertinent. Parce que le but du jeu, ce n'est pas faire de la promo pour de la promo, c'est vraiment que les DMO mettent des moyens, de l'énergie sur la table pour faire de la conversion. La conversion, c'est il y a une offre, combien de gens convertissent cette offre en achat et combien donc ça rapporte aux professionnels. Voilà donc le travail qui est mené. On va nous réapparaître à partir de janvier avec le challenge 2021, donc qui va être ouvert aux professionnels, c'est-à-dire sur des séries de formations, comment en plusieurs semaines, voilà, vous savez, comme quand on sort un peu de l'hiver, ben, on vous fait du coaching, on vous remet un petit peu en selle pour attaquer la reprise printanière, parce qu'elle sera au minimum printanière, même si nous avons interrogé beaucoup de professionnels, enfin, nos clients, et que pour la plupart, ils ne s'attendent pas à de reprise avant l'été. Donc, ça veut dire qu'on va organiser des sessions de formation très poussées dans cet objectif-là, de dire on confirme les résultats de 2020, on continue de garder la part du lion des réservations directes pour les pros et on se bat pour avoir les meilleurs résultats possibles parce que le marché sera là, il va reprendre, le marché sera là, mais il faut que cette reprise serve à fonder un nouvel ordre du tourisme direct pour les années à venir et qu'on ne reparte pas en 2022 avec un tourisme sous perfusion des OTA, même si ce sont des partenaires, même s'ils sont utiles, mais un tourisme qui, comme une agriculture qui va bien, c'est quand les professionnels vont bien et donc quand ils se gardent la part essentielle de leur marge. Voilà, j'espère avoir respecté le timing. Non, vous n'avez pas respecté le timing, mais tout ce que vous avez dit était dit avec passion et envie, et je vois que vous êtes complètement prêt pour cette nouvelle année et que nos partenaires pourront vous solliciter et rentrer en contact avec vous. Nous n'avons pas de questions par rapport à votre démonstration. Bien sûr, on reste jusqu'à la fin, jusqu'à midi, pour échanger avec vous si vous avez besoin de poser des questions à Monsieur Delmas. Et puis, dans ces rencontres, il fallait qu'on aille inspecter des personnes qui ont œuvré pour maintenir le lien et la convivialité et partager d'autres expériences. Bien le bonjour, Monsieur Benoît Elliot. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Benoît Elliot, Octopus 3D, c'est quoi et ça sert à quoi dans le tourisme? Alors, Octopus 3D est une société qui s'occupe de visites virtuelles, mais pas que. Historiquement, je travaille dans le milieu du tourisme, du patrimoine, de la culture en général, et j'accompagne des collectivités autour de la communication de leur activité. Mais d'une manière un peu traditionnelle, j'ai commencé au XXe siècle. Je suis photographe de formation en argentique, un monde un peu lointain, mais qui résonne quand même aujourd'hui avec nos nouvelles activités.
Historiquement, j'ai accompagné énormément de collectivités autour de catalogues d'exposition, de scénographie, de graphisme autour d'expositions, autour de monuments historiques, autour de musées. Et un peu naturellement, au vu évidemment des technologies assez innovantes qui s'opèrent dans tous les domaines, et en particulier dans le monde de la culture, une petite branche un peu recherche et développement, mais on avait même commencé à travailler autour des univers 360 il y a assez longtemps. On s'est aperçu effectivement que la technologie, toujours en amélioration, notamment sur les techniques d'immersion, et commençait à être au point il y a 2 ans pour pouvoir essayer de réfléchir à comment rendre compte d'un lieu, d'un événement et communiquer un petit peu autrement. Effectivement, on a l'habitude de faire nos sites internet, nos plaquettes, nos catalogues d'expo, nos murs, et bien, on met à peu près les mêmes contenus, mais sur une visite virtuelle. Alors, il y a eu historiquement aussi plusieurs types de développement de cette technologie, différents process, un petit peu comme le début du web, où on passait un petit peu dans tous les domaines, des choses qui ont été abandonnées, des choses qui marchent encore très bien, d'autres qui sont là. Nous, on a choisi une technologie affiliée à une société américaine qui s'appelle Matterport, qui historiquement est plutôt liée à l'immobilier. L'idée, très présente aux États-Unis, et de dire on visite des lieux à distance, et les traditionnelles photos qu'on peut faire à l'iPhone pour vendre un bien, non, absolument pas comparable par rapport à cette immersion qu'on peut avoir sur une visite virtuelle. Moi, l'immobilier, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'accompagner le secteur du patrimoine, du tourisme et de la culture. Mais néanmoins, ce sont des secteurs, et vous le verrez dans les exemples que je vais vous montrer, on peut tout à fait transposer, identifier, raconter une autre histoire avec ces visites virtuelles. Et donc, naturellement, en plus de cet accompagnement que je peux faire pour différents musées ou différents lieux de patrimoine, j'ai proposé, avec cette société Octopus 3D, de pouvoir proposer des visites virtuelles qui aujourd'hui sont complètement au point techniquement, sont extrêmement faciles de navigation, d'hébergement, et offrent un positionnement de visibilité complètement différent. Alors, cette histoire a commencé il y a 2 ans, en tout cas l'acquisition de compétences et puis cette affiliation avec cette société Matterport. On sait qu'on est toujours un petit peu à la ramasse ou à la traîne en France sur des technologies un peu innovantes. Ça marche très très fort dans beaucoup de pays plutôt anglo-saxons, un peu européens. Mais il se trouve qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à travailler un petit peu, mais l'écho était intéressé, mais néanmoins toujours un petit peu distant. Et comme l'a rappelé Marie Flogui dans son intervention, effectivement, le confinement et la pandémie nous a obligés et à montrer un écho particulier sur le fait que la vie virtuelle, c'était rentré dans un endroit sans y être, et que du coup, le confinement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nos lieux sont fermés et comment on fait pour communiquer, et cette immersion dans un lieu à travers une navigation a donné un écho extrêmement particulier. Donc ça a permis notamment autour du Festival Normandie Impressionniste, qui a été assez présent cette année et qui a tenu bon, a maintenu le cap, est resté ouvert avec évidemment les gestes barrières et puis l'organisation qui va autour, mais du coup en essayant de trouver un autre moyen. Les musées ont joué le jeu en ouvrant sur réservation, en restreignant un petit peu leur quota. Mais du coup, la vie virtuelle, elle a eu un effet assez intéressant, en tout cas pour les musées, pas simplement, puisque du coup, ça a permis une communication assez intéressante. Parce que ce qui est vraiment assez passionnant avec la visite virtuelle, et je vais vous montrer très rapidement des Oui, il va extraits. falloir nous montrer, parce que Oui, tout à vous fait. nous donnez envie Je depuis tout à l'heure, et voilà, je je vous fais le pense paquet que… cadeau là. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on vient et on scanne un lieu, mais en fonction que ce lieu-là est donc numérisé, mais ça veut dire que pour différents acteurs, si je peux prendre un exemple comme le MUMA, par exemple le Musée des Beaux-Arts du Havre, le fait de montrer le lieu, donc de pouvoir rentrer de lieu, mais sans y être physiquement, les différents acteurs du musée ont eu chacun, alors que la visite virtuelle est la même pour tous, mais Annette Audiquet, la conservatrice, a du coup trouvé un intérêt parce que auprès de ses conservateurs amis, elle a pu montrer son musée. La communication, on a pu faire venir des journalistes à distance et faire visiter le musée à distance auprès des journalistes, et on a eu une revue de presse qui est supérieure aux autres années. Les services de médiation ont pu s'en emparer aussi pour amener des contenus supplémentaires
pour les visites. Ce qui s'est traduit par des nombres de visites sur les sites virtuels assez conséquents. Et moi-même, j'étais complètement étonné sur à peu près, alors les chiffres physiques sont entre 30 et 35 000 visiteurs sur la période de l'été. On a réussi sur le MUMA, avec une grosse communication, à arriver à 10 000 visites virtuelles pour 30 000, à peu près 30-35 000 visiteurs physiques. Donc on a tous été nous-mêmes étonnés. C'est assez incroyable. Je vous emmène directement au musée. Alors, c'est plutôt le musée de Vernon, mais c'est pareil. Est-ce que vous me voyez bien? Vous voyez mon écran? C'est bon? C'est parfait. C'est parfait. Alors, voilà comment se présente une visite virtuelle. Je vous ai choisi plutôt un musée de l'Eure, le musée de Vernon, pour lequel on a accompagné à la fois dans la monstration de l'exposition temporaire Normandie impressionniste, et puis également on a fait les collections permanentes. Concrètement, la visite se fait en deux grosses parties. La première, c'est la numérisation du lieu. Certains clients parlent de vidéo, de photographie, de numérisation. C'est un peu tout ça à la fois. C'est-à-dire que c'est un appareil qui, à la fois, prend des photos, un peu dans l'esprit de Google Street View, prend des photos de l'ensemble du lieu à 360, c'est-à-dire de manière panoramique. Mais en même temps, c'est un appareil, au départ, qui est un appareil de géomètre et qui prend des points par infrarouge et qui mesure les distances entre les points qu'il peut y avoir en écho. Mais ça veut dire que là, on aura, pas de détail technique, un nuage de points informatiques. On va y coupler un pixel photographique qui donne l'illusion de cette visite, puisqu'on parle de photographie, sauf que les photographies sont liées les unes aux autres et on peut avancer. Donc concrètement, on vient dans un lieu, on scanne environ tous les 2 mètres, ça prend une demi-journée, un petit peu moins quand c'est plus petit. C'est quand même extrêmement rapide comme process, hein. C'est quelque chose de très efficace. Et ensuite, du coup, l'ensemble de ces points sont reliés un à un par un algorithme qui permet de rendre compte de la visite. Donc ça veut dire qu'on obtient une vue panoramique du lieu, comme ça, qui fonctionne assez bien, et vous le verrez sur le château d'Argeronne que je vais vous présenter d'une manière assez grande. On obtient les plans masse. Accessoirement, on obtient les plans du bâtiment, puisque c'est un appareil de géomètre au départ, on peut en récupérer les plans. Et ça veut dire que quand on est prêt, voilà, on descend à l'intérieur du lieu. J'espère que c'est assez fluide malgré la connexion. Ça va, c'est et parfait. avec les différents points, donc vous voyez au sol, nous avons des points qui correspondent aux points de numérisation. On se promène dans le lieu exactement comme si on y était. Alors, là, il s'agit d'une exposition. Rien ne remplacera le rapport à l'œuvre originale, à l'artiste, à la toile, au ressenti, à la visite. Mais on n'est pas dans ce registre-là. Là, on est dans le registre de le musée est fermé, comment on fait pour juste communiquer et montrer des choses qui… Par chance, le musée de Vernon a pu prolonger son exposition, donc elle a été fermée, puis réouverte, puis refermée, et donc maintenant prolongée jusqu'à fin janvier, en espérant qu'on pourra réouvrir le plus vite possible. Mais du coup, ça permet de faire quand même vivre les choses d'une manière assez forte. Et vous voyez ici, on a des petits boutons qu'on appelle des tags, qui permettent de mettre une série d'informations complémentaires. Sur ces boutons-là, on peut y adjoindre n'importe quelle source numérique, son, vidéo, lien URL, rebasculement vers autre chose, mail, site de réservation, tout ce qu'on veut à partir du moment où les choses sont complètement hébergeables. Là, on a choisi d'une manière assez simple pour un musée de mettre les cartels, donc les petites sources d'informations qui permettent de faire ça. Rien n'empêche de faire un zoom sur le tableau et de voir un certain nombre de détails possibles en fonction de ça. La vraie valeur ajoutée, c'est qu'une fois que cette numérisation est faite, donc une fois que nous avons l'ensemble des scans et des points de numérisation qui sont faits, ces points-là, les points de tag, arrivent dans un deuxième temps en post-production. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on vient faire le lendemain, le surlendemain, mais également on peut changer en cours de route. On peut également, par exemple, c'est assez intéressant, on le fait pour le musée de Caen, faire une visite assez classique, c'est-à-dire une visite grand public, mais néanmoins, une seconde visite va être réservée aux professionnels où ces petits boutons vont amener de l'information différente que celle pour le grand public. Voilà. Donc, c'est assez fluide, on passe partout du moment qu'on a un petit peu tout scanné. Alors, je vous parlais du musée du Havre. Pour le musée du Havre, alors, voyez, donc, Le MUMA.
le MUMA du Havre. Donc, on a un grand volume quand même. Et donc, vous voyez là, le nombre de petits points, ce sont du coup le nombre d'informations complémentaires qu'on va faire. On a fait un code particulier, vert cartel, et là, on y a adjoint des notions de son. C'est-à-dire que… Au XIXe siècle, voilà. les villes se transforment. Voilà. Je vous passe les détails du commentaire de la collègue, mais c'est-à-dire que ces points verts amènent un univers sonore qui raconte le lieu. Et donc là aussi, on a adjoint aussi quelque chose de différent, c'est qu'on a mis un certain nombre de points qui permettent d'agrandir les images qui sont proposées au mur. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est quelque chose, l'ensemble de ces points-là sont complètement transformables et on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Le grand intérêt de ça, c'est qu'on est dans des temps de réalisation, de production et aussi de coûts qui sont extrêmement accessibles. C'est-à-dire qu'un grand musée comme ça, on est sur une réalisation d'une demi-journée à peut-être une grosse demi-journée, 1 à 2 journées pour mettre les tags, et ça veut dire que le lien a été prêt 3-4 jours après la décision de faire une visite virtuelle. Donc, dans des décisions un petit peu compliquées, effectivement, en temps de Covid, ou comment on va faire pour, ça veut dire qu'on a montré la technique et la société montre une grande réactivité pour pouvoir produire rapidement des choses en fonction d'un besoin qui, là, évidemment, a été un petit peu immédiat pour réagir face à des difficultés, quoi. L'intérêt, puisqu'on est en visio, c'est qu'il y a une particularité aussi de ça. Alors, on peut partager comme on le fait sur Zoom, mais on peut proposer à des destinataires en visio une visite guidée, un peu comme je le fais maintenant, c'est-à-dire que c'est le conservateur, alors pour l'exemple du MUMA, qui va du coup emmener le visiteur ou des journalistes ou des conservateurs pour montrer son lieu, et à la fin de sa visite guidée, un petit peu comme si elle était physiquement dans le musée et que du coup l'ensemble de ses collègues suivraient, et du coup chacun peut aller visiter là. Et là, je ne peux pas, je vais vous passer le lien dans le chat si vous voulez aller vous promener dans les différents musées, mais c'est une possibilité. Le fait que ça soit numérique, le fait que ça soit rapide, le fait que ça soit extrêmement fluide, en fait permet énormément de fluidité et de rapidité dans l'exécution. On a parlé tout à l'heure du Valas, de l'abbaye du Valas. Vous connaissez l'abbaye du Valas. Il y avait 5 thématiques. Alors, gros sujet, puisque très belle abbaye, mais en même temps avec une multiplicité d'offres. Une offre touristique classique avec la visite du parc, la visite de l'abbaye, le café en bas. Une offre de coworking au 2e étage, une offre de mariage dans les salons de société avec une offre de cuisine et de restauration professionnelle en bas, et également une offre d'accueil de salons et de séminaires. Tout ça en un seul lieu. Ça veut dire qu'on a scanné l'ensemble des choses, et à chaque… oui, j'ai oublié de vous parler. Vous voyez ici, la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que c'est juste hébergé quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien à télécharger. On n'active pas quelque chose sur un smartphone ou sur une tablette ou sur un ordi. Ça marche sur PC, Mac, tout ce qu'on veut. Ça se transmet par texto. Ça se transmet évidemment sur les réseaux sociaux. C'est très, 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 très important parce que ça fait réagir les réseaux sociaux d'une manière extrêmement virale. Et c'est du coup extrêmement simple. Donc, ça veut dire que, vous voyez, je vais le faire d'ailleurs de suite. Si j'arrive à trouver le chat, je le ferai tout à l'heure. Je le ferai tout à l'heure. Ça veut dire que cette URL, je la partage tout de suite et vous-même, vous pouvez vous promener à l'intérieur de ça. Et donc, pour l'abbaye du Valas, on a pu scinder en plusieurs liens. Un lien pour la visite historique, un lien pour la visite pour les séminaires, un lien pour les gens qui veulent plutôt être là, trouver un accueil pour leur mariage. Et on a communiqué autour de ça. Alors, sachant que sur un lieu comme ça, évidemment, là, ça prend tout son sens d'une manière complètement incroyable. Le fait que ça soit fluide, rapide, numérique, j'insiste un peu parce qu'on pourrait croire que c'est un peu une usine à gaz, mais ça l'est pas vraiment. Je vais vous emmener dans les salons. Donc, on a exactement la même logique que si on se promenait, et je vous assure que ça doit y avoir 850 points, je crois. On a fait une visite aussi sur
on a décalé une visite sur l'accueil PMR aussi pour montrer que l'ensemble de la ville était accessible au PMR. Voilà, et donc du coup, on a voilà. Là, le choix n'a pas été de mettre beaucoup de tags parce que du coup, il y avait un accompagnement personnel sur des potentialités de quai. Question qui nous arrive, mais au niveau, nous avons des hébergeurs comme partenaires aujourd'hui. Est-ce que vous avez des cas d'hébergeurs qui vous ont sollicité et comment ça se passe? Alors, non, les hébergeurs, peu, parce que d'abord, c'est vrai que j'ai peu démarché. J'ai été vers mon secteur naturel de clients et de réseaux. Voilà un gîte, une belle région d'Auvergne à Saint-Nectaire. Ce site a été numérisé et présenté à des clients intéressés. Voilà, donc il y a le client qui m'a passé commande de cette visite l'héberge sur son petit site perso qui a été un peu bricolé mais qui néanmoins existe. Alors c'est une activité un peu secondaire pour cette personne mais néanmoins quand même importante pour les locations saisonnières. Donc elle l'a hébergé sur son site et elle l'envoie en texto ou en lien quand elle a un appel ou un accueil de quelqu'un intéressé. Et évidemment, ça change tout que d'envoyer 3 photos faites à l'iPhone un peu rapide de votre lieu. Là, vous vérifiez tout ce qu'il y a. Là, du coup, par rapport à la surprise potentielle de qu'est-ce que je vais trouver comme logement en arrivant, ça veut dire que alors là, on a décidé de tout scanner, hein, vraiment l'ensemble du bâtiment. On peut aussi dire, ben non, on va montrer que la salle de bain, que la cuisine, que la chambre 1, mais pas l'ensemble. L'intérêt est effectivement de montrer l'ensemble de l'hébergement. Et évidemment, oui, c'est un argument assez important. Là, pareil, on n'a pas fait le choix de mettre de tag. C'était pas dans le sens tout de suite. Rien n'empêche, puisque c'est de la post-production, c'est dans un deuxième temps, 6 mois après, 1 an après, même pour coller à une actualité, de mettre un certain nombre de petits boutons qui vont du coup amener un complément d'information sur une literie refaite, sur telle ou telle information qui pourrait être un argument de vente, un argument de vente important. L'intérêt de ça, c'est que encore faut-il que le lien, ce petit lien qui est en haut, donc cette URL, elle soit vraiment, vraiment, vraiment partagée. Et il est arrivé que certains clients utilisaient cette visite, mais néanmoins considéraient, et ça rebondit sur les 2 interventions précédentes, considéraient qu'une fois que ce truc était fait, c'était posé sur le site et puis voilà quoi. Non, il faut vraiment faire en sorte, et on l'a vu sur le MUMA, pour avoir nos 10 000 visiteurs, il a fallu faire une campagne de RP, de relations presse assez importante, les faire vivre sur les réseaux sociaux. Là, alors c'est pas des chiffres complètement incroyables. J'ai fait une visite sur une brocante, un magasin centre-ville de Rouen. C'était il n'y a pas très longtemps. Bon, 61 likes, c'est pas non plus monstrueux, mais c'est très très bien pour ça. Des commentaires qui se disent, vous voyez, alors je l'ai pris au hasard, génial, super, génial, bravo, magnifique, c'est top, la région chez moi, etc. À partir du moment où on fait résonner ça, c'est complètement viral. Sur cette visite, c'était une boutique. Vous voyez, donc là, j'étais sur Facebook, je passe directement sur la visite, c'est direct. Alors, c'est une brocante, mais ça peut marcher exactement pour n'importe quelle offre qui, comme l'a souligné l'intervenant précédent, permet aussi de donner un aspect un peu soit ludique, soit un petit peu interactif. Là, on va préparer une campagne de communication avec cette boutique. C'est un bazar organisé, un capharnaüm un peu volontaire de cette brocante à Rouen. Je vous conseille pour vos cadeaux de Noël, c'est rue Saint-Nicolas, c'est très très bien. Et vous voyez, il y en a un petit peu partout. C'est un peu le principe de Stéphanie qui du coup accumule un certain nombre d'objets comme ça. Bon, la prochaine campagne, ça va être si vous trouvez Dark Vador, vous gagnez 10 € d'achat, un filet garni ou c'est autre chose. Et ça veut dire que du coup, les gens vont chercher à un endroit dans la boutique, donc effectivement regarder tout ce qu'il y a et chercher. Alors on a mis Dark Vador parce qu'il était un petit peu singulier, donc le voilà, et avec oui, mais ce qui permet sur un tag de créer une petite viralité autour de ça. C'est le vrai intérêt. Une fois que le scan est fait, on peut vraiment imaginer beaucoup de choses. On réfléchit à l'abbaye du Valas, avec l'abbaye du Valas, un espèce de jeu interactif qui pourrait fonctionner autour de la visite virtuelle.
on peut arriver, ça c'est le château d'Argeronne, j'ai pris des sujets plutôt dans l'heure, donc accueil, séminaire, visite. Et une chose un peu étonnante, c'est que c'est toujours un peu froid. Enfin, les visites sont toujours un peu froides parce qu'elles sont vides. Là, on a décidé, avec un certain nombre de figurants amis, de faire habiter le lieu. Alors, comme il y avait pas mal de gens, il y a une option de floutage de tête qui était plutôt légitime là, parce qu'il y avait des gens qui venaient de tous horizons, etc. Mais du coup, ça veut dire que, alors là, ils ont disparu, évidemment, parce qu'on a scanné après, mais ça veut dire que pendant la visite, notamment pour un accueil, pour un musée, pour un gîte, on peut aussi, pendant la prise de vue, aussi rendre les choses d'une manière un peu scénographiée ou scénarisée pour pouvoir faire en sorte que les choses soient du coup assez sympathiques et qu'on ne soit pas forcément dans un… Il y a un process de… On va aller en bas dans la salle de réception. Voilà. On a les choses en situation. Alors, il faut évidemment bien sûr le consentement des personnes et puis un peu d'organisation parce que c'est un temps de tournage quasiment d'une journée pour tout ça. Mais le propriétaire du château d'Argeronne a joué le jeu, cette affaire-là, et ça rend très très bien et ça rencontre un succès assez important. Monsieur Elio, je suis désolé, mais je suis aussi le maître du temps Vous de avez raison. ce webinaire et cette présentation est très, très intéressante sur les différents lieux que vous avez pu mettre en œuvre et donne des possibilités, je pense, à tous nos partenaires et toutes les personnes présentes sur Voilà. cette rencontre, d'imaginer des choses. Bien sûr, je n'ai pas de questions, les gens sont vraiment timides dans cette… ah oui, j'ai une question, c'est une idée du coup, mais on en échangera après notre dernier intervenant. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Elio, pour cette présentation. Et puis, on se devait, pour cette matinée, pour maintenir le lien et la convivialité, d'aller à la rencontre d'un charmant garçon, Monsieur Guyot, qui, avec le beau château de Beauménil, comme tous les autres, comme tous nos intervenants, pris la décision d'animer et faire des activités. Et je vous demande, Monsieur Guyot, de mettre votre micro et de nous expliquer comment s'est passée cette période pas aussi simple qu'on ne peut croire. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais vous partager la petite présentation pour mettre quelques images sur mes mots. Donc voilà, donc je m'appelle Lancelot Guyot, je suis le gérant de la société Tous au Château qui exploite 3 châteaux, dont le château de Beauménil dans l'Eure et également 2 autres châteaux en région centre, Val-de-Loire. Vu qu'on est un petit peu hors temps, je ne vais pas être trop long sur la présentation de la société, mais voilà, je suis originaire d'une famille qui est passionnée de vieilles pierres et donc on a eu pas mal d'expériences familialement, parfois couronnées de beaux succès, parfois avec des échecs. Et donc, en fait, voilà, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est un peu le résultat de 40 années d'expérience familiale avec le château de Saint-Fargeau en Bourgogne, le chantier médiéval de Guédelon. J'ai des frères et sœurs qui se sont également lancés dans des reprises de châteaux dans le Périgord notamment et dans l'est de la France avec le château de Vaux. Le château de Beauménil. Donc moi, je suis arrivé à Beauménil en 2015. Le château est la propriété d'une fondation, la fondation Fürstenberg-Beauménil. Les derniers propriétaires avaient créé cette fondation parce qu'ils n'avaient pas d'enfants et donc pour transmettre ce joyau du patrimoine normand et notamment aussi leur collection incroyable de reliures et de livres anciens qui sont donc hébergés dans la bibliothèque du château encore à l'heure actuelle et pour essayer de le faire vivre et de le partager le plus possible. Donc en 2015, quand je suis arrivé, le château de Beauménil réalisait en gros près 6 000 visiteurs par an. Et on est rapidement monté à 15 000 la première année et depuis, on est en gros entre 18 et 20 000 visiteurs par an. Ce qui est intéressant, c'est que cette année donc, a été très particulière et on a réussi à pas tout à fait maintenir la fréquentation de 2019, mais on arrive à 18 553 visiteurs exactement en 2020, ce qui correspond à une baisse de
entre guillemets, seulement 10% de la fréquentation, ce qui, comparé à pas mal d'autres sites, on s'en sort plutôt bien. Et ça a été le fruit du coup d'un gros effort de la part des équipes pour mettre en place, garder le lien évidemment avec nos visiteurs et mettre en place un certain nombre d'animations en jouant et en s'adaptant de manière très forte avec évidemment les règles sanitaires qui étaient en vigueur et que malheureusement on va avoir, je pense, pour quelques mois encore. Sur le premier confinement, on a beaucoup joué, effectivement, ça a été dit, avec les Facebook Live qui ont été très intéressants pour nous. Il y a eu pas mal d'échos sur ces Facebook Live. On a fait effectivement une des animations qu'on propose depuis 2015, c'est une démonstration avec une recette de caramel normand dans les cuisines historiques du château avec une cuisinière en tenue d'époque. Donc c'est quelque chose qu'on a évidemment reproduit en Facebook Live et qui a eu beaucoup de succès. Et puis après, la découverte d'endroits un peu insolites comme la mode de buis féodale ou des parties qui ne sont pas toujours ouvertes au public et que les gens étaient très heureux de découvrir du coup au travers de ces Facebook Live. Nous, le leitmotiv qu'on a un petit peu dans l'ensemble de nos châteaux et à Beaumesnil également, c'est vraiment de vivre le patrimoine comme une expérience. Donc pour le coup, vraiment de venir en famille et de profiter de quelque chose ensemble. On n'aime pas trop faire des produits touristiques ciblés sur une tranche d'âge en particulier, mais c'est vraiment notre cible, ce sont les familles et notre but, c'est justement en fait que parents et enfants laissent tomber un peu les tablettes et les smartphones pour en fait vivre quelque chose ensemble et vraiment que voilà, parents et enfants interagissent. Donc le but du jeu, ça va vraiment être en fait d'essayer de créer des activités où il y a une coopération entre les différentes générations et ses parents-enfants, grands-parents et petits-enfants, etc. Et donc, on a une programmation assez variée tout au long de l'année. Sur cette année donc si particulière, en 2020, il y a plusieurs choses qu'on a mis en place et qui nous ont permis, comme je vous le disais, du coup, de maintenir à peu près notre fréquentation de 2019. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est les apéros au château qu'on a mis en place dès la fin du mois de juin et qui ont duré en gros jusqu'à mi-août. Donc c'était tous les vendredis soirs. On travaillait avec un brasseur local qui est à Beaumesnil et où le concept était tout simple, c'était de venir boire un verre d'une bière locale, normande, dans le cadre des jardins du château. On installait des transats, il y avait un petit fond musical et les gens assistaient au coucher de soleil et à la fin de la journée, en fait, devant le château, en dégustant une bonne bière locale. Et on faisait venir à chaque fois un food truck ou un producteur local différent pour avoir quelque chose à grignoter à côté. Le billet d'entrée correspondait en fait au prix d'entrée du château normal. Il n'avait pas accès à l'intérieur du château. Et globalement, pour vous donner une idée, en gros, on était entre 100 et 200 visiteurs par apéro dans des espaces qui évidemment étaient en plein air, très grands, avec un port du masque obligatoire à partir du moment où il se levait. Donc en fait, on était sur le même protocole sanitaire que les restaurants. La seule chose, c'est que le gros avantage qu'on avait par rapport aux restaurants, c'est qu'évidemment, on avait des espaces gigantesques. On a 70 hectares de parc. Donc on n'a pas utilisé les 70 hectares, mais on avait suffisamment d'espace pour pouvoir espacer tout le monde et faire en sorte que les gestes barrières soient respectés. Donc ça a rencontré un beau succès et ça nous a permis en plus de faire revenir au château une clientèle locale qui, souvent, on entend ça très régulièrement. « Ah bah oui, je le connais, le château de Beaumesnil, je l'ai visité il y a 20 ans. » Mais en fait, nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que justement, le château, il vit, il évolue, on se renouvelle, on fait un gros effort de renouvellement des animations chaque année pour justement arriver à fidéliser nos visiteurs. Et là, on rejoint toute la stratégie digitale qui a été évoquée par Monsieur Delmas, où on essaye de plus en plus de fidéliser nos visiteurs au travers des outils digitaux, donc avec notamment les réseaux sociaux. On travaille beaucoup avec les newsletters. Et le gros point, si je devais tirer un gros point positif de 2020, ça a été vraiment l'explosion de la réservation en ligne. En 2020, sur les en gros 18 000, 19 000 visiteurs qu'on a accueillis, on a 50%, plus de 50% ont réservé en ligne. Et donc évidemment, lorsqu'ils réservent en ligne, alors c'est évidemment beaucoup plus facile de les accueillir et ça facilite, on se concentre finalement sur le cœur de notre métier, sur accueillir au sens premier du terme et où on est un peu débarrassé de toutes les opérations monétaires, je dirais, qui parfois peuvent altérer un petit peu la qualité de l'accueil.
Et surtout, on récupère évidemment les données de nos visiteurs lorsqu'ils réservent en ligne, ce qui va nous permettre ensuite de les recontacter, de leur envoyer un petit message après leur visite immédiatement en les remerciant, en leur demandant leur avis, leur retour sur qu'est-ce qu'ils ont pensé de l'animation ou de l'activité qu'ils ont faite chez nous. Et puis évidemment, de leur faire profiter de tarifs promotionnels éventuellement. Et on a parfois des visiteurs qui viennent 2 fois, 3 fois nous voir dans la même année. Donc ça, c'est quand même assez important. La deuxième animation qu'on a lancée cette année aussi, et c'était aussi pour répondre à la situation sanitaire avec la baisse de la fréquentation et notamment des clientèles étrangères. Normalement, en juillet-août, on est à peu près à 40% de clientèle étrangère. Cette année, on était à moins de 20% de clientèle étrangère. Donc, pour faire face à cette baisse de la clientèle étrangère, on a lancé les Nocturnes Nantais. Ce qui avait aussi l'avantage au moment des grosses chaleurs, on perd énormément de fréquentation au moment des canicules, parce que là, quand vous avez 35-40 degrés à l'ombre, vous n'avez pas envie franchement d'aller vous taper une visite de jardin à la française où vous n'avez absolument pas d'ombre. Donc les gens ne sortent pas vraiment dans l'après-midi, ils sortent plus le soir. Et donc on a lancé les vendredis soirs aussi des Nocturnes Nantais qui étaient là à l'intérieur du château avec des acteurs en costume et où vous aviez en fait un espèce de petit mécanisme d'enquête, d'énigme qui vous faisait parcourir les différentes pièces du château avec un petit côté frisson, mais qui reste toujours très familial. Là, il n'y avait rien de glauque ou de trop sanguinolent ou de trop effrayant. Et ça a rencontré un très beau succès également, encore une fois, avec des clientèles locales qui venaient vraiment pour cette animation-là et qui revenaient au château parfois depuis très longtemps, voire parfois de gens très locaux qui n'avaient jamais mis les pieds au château parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller visiter quelque chose. Plus on dit souvent ça, hein, plus on est proche d'une activité ou d'une attraction touristique, moins on y va. On va souvent dans des régions un peu plus loin, mais ce n'est pas évident toujours de capter une clientèle ultra locale. Le troisième facteur de succès de cette année, ça a été le marché de producteurs, nos 2 marchés de producteurs nocturnes, qui sont des grosses animations qu'on fait depuis maintenant 4 ans. Vous avez une trentaine de producteurs locaux qui sont présents dans le verger du château. On fait normalement des visites du château aux chandelles et on termine la soirée avec un feu d'artifice. Ça a été très compliqué. Normalement, on accueille en gros entre 2000 et 2500 personnes sur ces 2 grandes soirées, une en juillet et une en août. Cette année, on a dû réduire la jauge à 1500. On a été complet plusieurs jours avant et on a refusé beaucoup de monde. On avait une jauge de 1500 qui nous avait été imposée par la préfecture. On a réussi à faire tirer notre feu d'artifice. Donc ça a été honnêtement très très compliqué d'un point de vue administratif et on a eu un gros protocole sanitaire. On a dû embaucher des saisonniers supplémentaires vraiment juste pour la soirée pour pouvoir permettre d'avoir un accueil du public qui soit un peu plus conséquent et pour pouvoir faire respecter les gestes barrières. Mais on a réussi et on a réussi à faire donc du coup 2 soirées à 1500 personnes. Donc uniquement en extérieur, il n'y avait pas la visite du château intérieur aux chandelles cette année, ce n'était pas possible, mais en espaçant plus les producteurs, en utilisant la totalité du parc, ça a été des beaux moments de convivialité et il y a énormément de gens qui sont ensuite revenus vers nous par mail, sur les réseaux sociaux pour nous remercier d'avoir réussi à maintenir cet événement-là qui était important pour eux au cœur de cet été qui a été un peu sinistré sur des manifestations de grande ampleur. Et le dernier point, pour nous également, ça a été la mise en avant du parc historique avec des zones de fraîcheur, avec donc tout un circuit extérieur de découverte du parc qui a beaucoup plu et qui a été très important cette année, notamment par rapport aux règles sanitaires qui nous limitaient un petit peu à l'intérieur, parce qu'en plus le château est pas très grand, on n'a pas de grands espaces intérieurs, et donc ça nous a permis de pouvoir jongler et de pouvoir accueillir du public en nombre en jouant sur ces espaces extérieurs et ces espaces intérieurs qui étaient limités et avec des accès qui étaient un peu plus chronométrés, on va dire, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse découvrir l'intérieur du château. En revanche, sur le parc, comme je vous le disais, on a 70 hectares, donc ça nous a permis vraiment de faire de belles choses et d'accueillir un nouveau public. Donc, si je dois tirer des enseignements de cette année 2020, honnêtement, je vais tirer, je suis quelqu'un d'optimiste par nature, donc je vais tirer plus de positif que de négatif. Il a fallu faire preuve d'adaptation, ça c'est clair, ça n'a pas été évident, ça a été facteur de stress pour les équipes, de réactivité très forte, mais on a réussi à s'en sortir. Et le gros point, je pense que ça a accéléré des tendances de fond auxquelles on tient beaucoup sur justement un retour à des choses vraies, à des choses authentiques, à un retour vers la nature aussi, qui sont pour nous autant d'atouts pour pouvoir séduire nos clientèles. Et puis surtout, je pense que ça a mis
la réservation en ligne est quelque chose qui existe depuis pas mal d'années, notamment pour les hébergements. Pour le secteur de l'activité touristique et de l'activité culturelle, c'était beaucoup moins développé. En gros, on est entre 5 et 10% de réservations en ligne chaque année. Là, je pense qu'il y a eu des réflexes qui ont été pris de la part des personnes et ce qui va nous permettre dans les années à venir de développer beaucoup plus d'activités, un peu du sur-mesure. Avant, on ne pouvait pas lancer, quand on avait une idée un peu farfelue en tête, on se disait bah oui, mais c'est compliqué parce que est-ce que le public sera au rendez-vous? Comment est-ce qu'on fait? Maintenant, avec ces outils de réservation et de communication en ligne, on peut vraiment arriver à faire en fait un peu du sur-mesure et faire des événements avec des toutes petites jauges. Et ça, je pense que ça augure de très belles choses et de belles innovations pour les années à venir. Donc, je suis assez optimiste. Par rapport, ma première question, étant donné que vous êtes optimiste et enthousiaste par rapport à votre lieu, que prévoyez-vous pour 2021? Alors, pour l'instant, on prévoit pas mal de choses. Alors, il y a un point que je n'ai pas aussi noté, c'est que le fait qu'on arrive à seulement 10% de baisse sur l'année 2020, c'est aussi lié au fait qu'on avait lancé une activité qui s'appelait Meurtre au château en février et qui nous a permis, en fait, qui a très bien fonctionné et qui nous a permis en fait de compenser la perte de la chasse aux œufs à Pâques, qui est un gros temps fort pour nous. Donc, heureusement qu'on a lancé ça en février. C'était pile poil sur le gong juste avant le premier confinement, et ce qui nous a permis d'accueillir quand même pas mal de public. Pour 2021, on est, comme tout le monde, je pense, un peu dans le brouillard. On se prépare à relancer Meurtre au château en février et ou en mars 2021, si on peut le faire. Voilà. L'avantage de Meurtre au château, c'est que ce sont des petits groupes, en gros de 8 à 10 personnes, qui sont accueillis avec 10 minutes d'intervalle et donc qui suivent un circuit à sens unique à la découverte en fait, des différents acteurs et des différents indices pour résoudre cette affaire de meurtre. Donc, on a un format de visite qui est extrêmement compatible avec les protocoles sanitaires recommandés et en vigueur en ce moment. Donc, on espère vraiment qu'on pourra le faire. Et c'est encore une fois une activité qui rencontre un énorme succès auprès des publics. On a créé un nouveau scénario cette année, donc ça va nous permettre de recontacter les gens qui sont venus l'année dernière. Ça représente à peu près 2000 personnes qu'on a accueillies l'année dernière sur cette activité Meurtre au château. Et on espère que on a eu des très bons retours, donc on espère qu'ils reviendront pour découvrir et se confronter à cette nouvelle enquête, à cette nouvelle énigme. Et puis après, Pâques est un très gros temps fort. On espère pouvoir le faire cette année. Toujours, on a commencé à réfléchir à un protocole sanitaire. Normalement, on fait des grands départs avec tous les enfants en même temps, etc. Là, on a réfléchi à quelque chose de plus, non pas comme une course aux œufs, mais comme une chasse aux œufs, avec des familles par famille qui partent sur un parcours, encore une fois, à sens unique dans le parc du château. Voilà, c'est essentiellement pour l'instant des réflexions de voir comment est-ce qu'on peut adapter nos produits de visite à un protocole sanitaire qui sera forcément encore en vigueur sur le printemps-été 2021. Mais encore une fois, on reste optimiste parce qu'on a énormément de messages sur les réseaux sociaux de la part de nos visiteurs qui nous encouragent. On maintient un lien très fort avec eux, avec une newsletter mensuelle qui part. Et qui nous permet de leur donner des informations et des nouvelles du château, de la vie de l'équipe, des travaux qui sont en cours, des idées que nous avons. On utilise souvent aussi les newsletters pour lancer, ou parfois sur les réseaux sociaux aussi, des sondages en disant on pense à telle activité, dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça intelligent, est-ce que ça vous attire? Et c'est vrai que ce sont autant d'outils très, très importants pour nous, pour sonder un peu nos publics, nos visiteurs et arriver à avoir, in fine, un produit qui colle le plus à leurs attentes. Pour faire un lien avec un de nos intervenants, est-ce que vous envisagez de rendre virtuel votre château? Alors, ça a été une question sur laquelle on a réfléchi longuement. On a eu pas mal de propositions, effectivement, et c'est vrai qu'il y a pas mal de musées et de châteaux qui, un peu partout en France, l'ont proposé, notamment pendant le premier confinement. Je l'ai moins vu pendant le deuxième, mais pendant le premier confinement, c'est vrai que c'était assez flagrant. Nous, on a fait le choix de ne pas le faire parce qu'on veut conserver un petit peu ce côté virginal de la découverte du château. Et on est encore une fois vraiment sur des concepts, même l'idée de Meurtre au château, finalement de l'enquête, on s'est même posé la question finalement de la rendre virtuelle et de la vendre
via un prix moyen de 2-3 euros, j'en sais rien, où les gens pourraient accéder et interviewer nos acteurs, etc. Enfin, techniquement, c'est possible. On a fait le choix de ne pas le faire parce qu'on préfère rester sur ce côté de contact humain authentique. Donc, on utilise les outils digitaux pour maintenir un contact, faire découvrir parfois des parties qui ne sont pas accessibles du château, mais les parties de visite pures, on préfère les conserver pour une découverte in situ et physique du site. Monsieur Elio, des nouveautés pour cette année 2021, des choses à nous présenter? Il y a pas mal de visites qui sont en cours. On réfléchit à je repartage mon écran. C'est un peu en version bêta. Je vous ai dit qu'on était en partenaire avec une société américaine. Voilà ce qu'ont fait les collègues au Canada. C'est une carte avec une base Google, mais avec un ensemble de points géolocalisés qui font que là, on n'est plus sur des choses en intérieur. Alors, évidemment, ça ne fonctionne pas, celle-ci. Je vais vous en montrer une autre. Où du coup, la carte permet une visite des lieux en extérieur. Alors là, c'est une vue de drone, parce qu'on peut mettre le 360 sur un drone, mais du coup, l'intérêt d'une petite carte comme ça, je vais vous trouver un lieu extérieur. Voilà, où du coup, effectivement, il y a cette histoire, vous l'avez compris, de visite intérieure, et je comprends tout à fait le fait de ne pas dévoiler complètement l'intériorité d'un lieu et de garder l'esprit du lieu, surtout sur un lieu emblématique comme le château de Beauménil. Mais également, on peut le faire aussi complètement à l'extérieur, et donc montrer des parties qui sont une chapelle au fond d'un sentier de découverte, un endroit un peu particulier. Donc, on est en train de développer une carte comme ça, à l'échelle de la Normandie pour l'instant, et du coup aussi pour mutualiser les différents types de visites virtuelles qui pourraient s'intégrer à ça, soit parce qu'elles ont été commandées par des particuliers ou même par une collectivité, pour pouvoir montrer un petit peu ce qui se passe, surtout qu'une fois que cette visite virtuelle est faite, il y a évidemment les liens de redirection possibles vers le site du lieu ou de la collectivité qui s'y promène. Donc, on a trouvé que c'était assez intéressant comme visibilité générale des visites virtuelles, parce que voilà, une fois que le lien est fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut encore que ce lien puisse exister et soit communiqué concrètement. J'ai même moi-même d'ailleurs sur mon site, dont j'ai mis l'adresse dans le chat, Culture 360 fait une espèce de synthèse des visites virtuelles que j'avais pu réaliser, juste pour s'apercevoir effectivement que certaines visites virtuelles, surtout au bout de 6 mois, étaient un petit peu pas forcément mis en évidence au fond des sites des partenaires. Donc voilà, une nouveauté, j'espère premier ou second trimestre de l'année prochaine. Si vous aviez un mot, comment maintenir le lien et la convivialité pour 2021, Monsieur Elio? Faut garder espoir, trouver des idées qui se réinventent, et moi je suis extrêmement confiant, comme c'était un peu le leitmotiv des intervenants, c'est que de toute façon, cette pandémie nous réinvente, et la fonction de résilience qu'on peut avoir dans tous les domaines est assez fantastique. Et je suis sûr, comme par exemple les réservations pour monsieur sont exactement pareilles pour les musées. Les musées étaient très réticents à réserver en ligne. Voilà, il y a un avant, un après. Personne ne fera marche arrière, en tout cas pour les musées avec lesquels je travaille, sur le fait qu'une numérisation un petit peu des offres fait que ça se confirme. Donc moi je suis assez confiant, et surtout en matière d'informatisation et numérisation, on est un petit peu en retard, pas forcément super innovant, mais on a tous envie de plein de choses, et il y a des solutions complètement incroyables qui vont se mettre en œuvre, j'en suis sûr. Monsieur Delmas, un dernier mot pour nous optimiser cette année 2021, maintenir le lien et la convivialité? Écoutez, en ce qui concerne la relation avec les pros, on va toujours continuer d'observer la manière dont le marché évolue, dont c'est en train de bouger sous les couches très souterraines du marché pour l'instant. Et donc, voilà, je pense que ça, c'est important. Il faut que si on veut délivrer une hospitalité de qualité aux voyageurs, il faut que les professionnels soient bien dans leur pompe et soient bien dans leur tête. Donc, je pense que la situation est compliquée.
elle n'est pas définitivement compromise, loin de là. Je pense qu'avec de l'entraide, de la convivialité, du dialogue, on arrive à se renforcer, à se motiver les uns et les autres. Et ça fait des professionnels et des offres qui vont être attractives et donc auxquelles seront forcément sensibles les voyageurs. Donc, je pense que voilà, c'est pas que de la résilience, il faut avoir la foi. Et donc, cette foi, elle est essentielle à transmettre aussi aux voyageurs qui viennent chercher chez vous cette expérience d'hospitalité extrême qui va être encore plus nécessaire après tous ces longs mois de stop and go, de confinement et de crainte mutuelle. Merci, Monsieur Delmas. Monsieur Guyot, vous avez la chance de finir cette émission car notre première intervenante devait nous quitter et donc elle nous a remerciés par le chat. Monsieur Guyot, comment on va maintenir le lien au château de Beaumesnil en 2021? Écoutez, on va continuer à essayer de garder le lien avec nos communautés sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est très, très important, quelle que soit l'activité pour les professionnels du tourisme, vraiment d'utiliser ces outils pour maintenir un lien très fort avec leur activité, leur territoire. Encore une fois, voilà, on subit tous la situation. Je pense qu'il faut vraiment faire preuve d'agilité, d'adaptation, d'imagination pour relever ces défis-là. Et malgré tout, je pense que cette épreuve collective mondiale débouchera sur quand même, je pense, des belles prises de conscience, sur des découvertes de nos territoires qui parfois ont préféré partir en Martinique, parfois que en Normandie. Je pense que ce sont des tendances de fond qui vont s'accélérer dans les années à venir. Et ça augure de belles choses pour nos territoires ruraux notamment. Merci beaucoup à tous nos intervenants, à tous nos participants. Bien sûr, je remercie de votre confiance Violaine et Anaïs et toute l'équipe de ces rencontres euroises du tourisme. Bien sûr, nous étions sur notre 4e matinée thématique et en webinaire, mais demain, vous retrouverez mon ami Michel Murlin en direct live pour une journée ludique. Donc, tous les participants qui ne se sont pas inscrits, j'ai vu que tout à l'heure dans le chat, le Festival des Cultures Croisées demandait à s'inscrire. Donc, c'est parfait. Vous avez vite compris cette aventure. Et donc, cette journée, cette matinée demain sera exceptionnelle. Il faut y en être. Je pense que si vous avez des amis dans le monde du tourisme et partenaires, n'hésitez pas à leur donner rendez-vous pour demain matin, leur donner le contact que Violaine vous a passé dans le chat. Merci beaucoup Violaine pour cette matinée. Ce webinaire est fini. Vous pourrez le revoir avec le lien qu'on vous a mis dans le chat et bien sûr avec tous les réseaux sociaux que nous allons animer. Je vous remercie de votre confiance. J'ai passé une très bonne matinée en votre compagnie. J'ai surtout appris beaucoup de choses et je pense que ça va enrichir ma vie professionnelle. Au plaisir de vous revoir et puis bonne matinée et puis j'espère que l'année 2021 sera plus heureuse. Merci à tous. Bonne journée.